CNRS et je fais donc de la recherche fondamentale. Je le précise parce que beaucoup de personnes, bien sûr, travaillent sur les abeilles, mais dans un souci à la fois de conservation des abeilles, directement, je veux dire, ou dans un souci d'améliorer la production apicole. Donc moi, ma recherche, elle n'est pas sur ce volet-là, directement, bien sûr, donc on va faire une discussion qu'évidemment mes recherches ont un impact là-dessus, mais c'est vraiment de la curiosité scientifique pour essayer de comprendre comment cet insecte en particulier voit le monde, comprend le monde et qu'est-ce qu'il y a dans sa petite tête, tout simplement. Donc c'est de la pure curiosité scientifique, bien sûr, après, les connaissances sont toujours des utilités, mais ce n'est pas le but, l'utilité n'est pas le but de mes recherches. Alors déjà, pourquoi l'abeille? Il faut savoir que l'abeille, ça fait très longtemps, déjà depuis les Grecs anciens, depuis Aristote, que c'est un sujet d'étude pour les scientifiques. Et en particulier, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est sur ses capacités d'apprentissage. Donc pourquoi l'abeille, elle serait si bonne que ça à apprendre? Tout simplement parce que naturellement, dans sa vie d'abeille, les abeilles vont aller butiner sur les fleurs, mais en faisant ça, elles démontrent ce que l'on appelle une constance florale, ce qui veut tout simplement dire que lorsqu'elles trouvent du nectar ou du pollen, dont elles nourrit, dans une fleur donnée, elle va apprendre les caractéristiques de cette fleur, donc sa forme, sa couleur, son odeur, afin d'aller visiter les fleurs autour qui ressemblent. Et donc, nous on sait que si elles se ressemblent, ce sont des fleurs de la même espèce. Alors pourquoi fait-elle ça? Elle fait ça tout simplement que ça augmente son rendement. Parce qu'à un moment donné, dans une prairie par exemple, il y a énormément de fleurs qui sont couvertes. Mais elles n'ont pas toutes du nectar. Chaque fleur va donner du nectar au moment où elle a besoin d'être pollinisée, puisque c'est la récompense qu'elle donne aux pollinisateurs en échange donc, de leur visite et du pollen. Mais elles restent ouvertes beaucoup plus longtemps que ça. C'est vraiment un instant très donné et elles sont ouvertes plus longtemps. Et surtout, les fleurs vont s'organiser dans une prairie, ce qui fait qu'il y a des fleurs qui vont donner du nectar le matin, d'autres le midi, d'autres le soir, etc. Il y a toute une dynamique de la récompense en nectar par les fleurs. Et ça, l'abeille, elle ne peut pas le savoir à l'avance. Elle ne naît pas avec un catalogue de toutes les fleurs qu'il y a dans son environnement et leur profitabilité, etc. Elle doit tout apprendre. Donc elle a en gros l'idée de ce que c'est une fleur, c'est-à-dire qu'elle est plutôt attirée par les choses symétriques, etc., pour un peu des formes de fleurs. Mais au-delà de ça, elle doit tout apprendre. Et donc, pour en revenir à ma constance florale, c'est beaucoup plus efficace pour l'abeille d'aller visiter des fleurs d'une même espèce à un même endroit, tout simplement parce que ces fleurs-là de la même espèce ont un patrimoine génétique, etc. Et donc à un même endroit, elles ont une bien plus grande probabilité d'être matures au même moment et de donner du nectar au même moment. Donc elle va augmenter sa rentabilité. Et en plus, c'est très utile pour les fleurs elles-mêmes, parce que du coup, elle va prendre du pollen sur une fleur et l'amener sur une fleur de la même espèce. Et donc le pollen est efficace et il n'est pas perdu. Donc c'est une coévolution très pratique pour la relation fleur-abeille. Mais du coup, la constance florale, elle implique de l'apprentissage et de la mémoire. Donc, puisqu'elle doit à chaque fois, et bien sûr, elle met ça à jour tous les jours, elle va remettre à jour son apprentissage en fonction des fleurs qui deviennent rentables, celles qui ne le sont plus, et puis surtout des lieux, parce que les abeilles, elles ont tendance à apprendre, ok, je sors de ma ruche le matin, je dois aller à tel endroit, prendre telle fleur, ensuite je vais à tel autre endroit, etc., etc. Elles font plusieurs cycles dans la journée et plusieurs fleurs dans la journée en fonction des horaires, comme je vous disais juste avant. Et en plus, l'abeille, c'est un insecte social qui ne vit pas seul. Elle ne vit que dans une ruche, dans une colonie, et elle ne récolte pas la nourriture que pour elle-même. Elle va prendre un tout petit pourcentage, 1%. Mais les butineuses, elles récoltent principalement la nourriture pour l'ensemble de la ruche. Et donc, il faut qu'elle retourne à la ruche à chaque fois qu'elle a l'estomac. Elle ne peut pas vivre en dehors de la ruche plus que quelques heures. Et donc, pour ça, elle a aussi besoin d'apprentissage. Puisqu'elle a bien une espèce de boussole. Alors, ce n'est pas une boussole magnétique, c'est une boussole qui est basée sur la lumière polarisée. Donc, la lumière polarisée, c'est quoi? Nous, on ne l'aperçoit pas, donc c'est très difficile d'imaginer. Ce que nous expliquent les physiciens, c'est que le Soleil, lorsqu'il pénètre l'atmosphère, ça va polariser les molécules, la lumière. Et du coup, ce que voient les abeilles, grâce à leurs ocelles, ce qu'elles voient, c'est des bandes comme des rayures dans le ciel qui sont orientées vers le soleil. Et elles peuvent utiliser ça du coup pour savoir où elles sont dans l'espace. Et elles ont aussi des notions de distance. Et donc, grâce à ça, au fur et à mesure, elles mettent à jour leur compteur quand elles se déplacent. Et donc, à un instant donné, elles savent environ à quelle distance, à quelle orientation elles sont de la ruche. Et donc, elles peuvent revenir plus ou moins en ligne droite.
Sauf que ça, ce n'est pas extrêmement précis, surtout qu'elles peuvent aller à plusieurs kilomètres de la ruche à chaque voyage. Donc à plusieurs kilomètres, vous imaginez qu'on fait une toute petite erreur, on sera de 0 à 1 degré, on passe à des centaines de mètres de la ruche. Donc elles utilisent aussi de l'apprentissage visuel, c'est-à-dire qu'elles apprennent les repères qu'il y a autour de la ruche, dans un rayon assez grand, pour voir sur tout le chemin. Et donc elles ont là aussi besoin d'apprendre en permanence parce que ces repères ils peuvent changer. Bien sûr quand on déplace la ruche, mais même au cours du temps, évidemment, il peut y avoir des changements dans la nature. Donc tout ça fait que l'abeille, naturellement, elle a besoin d'apprendre. Et en plus, pour être un animal modèle, c'est-à-dire un animal utilisé par les chercheurs, principalement, il faut bien choisir parmi toutes les centaines de milliers d'espèces qu'il y a, il faut être un animal pratique. Et l'abeille, elle est très pratique, puisque comme elle est domestiquée, il est très facile de la trouver, de la garder en grand nombre, de l'élever. Par exemple, voilà, à l'université de Toulouse, là, à Rambeuil, on a un rucher, et donc on a nos abeilles à 10 mètres presque du laboratoire, c'est extrêmement pratique. Et puis donc ces petites abeilles, comme elles se nourrissent pour la ruche, elles ont ce que j'ai appelé là une motivation infinie. Alors pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que lorsqu'on fait des tests d'intelligence, de cognition chez les animaux, il faut en général leur donner une récompense. Tout simplement pour les motiver à faire la tâche. Sinon, ils vont vite se lasser, surtout si c'est une tâche qui est compliquée, qui leur demande de l'attention et de l'énergie. Donc par exemple, chez les singes, on va pouvoir leur donner des petits bouts de banane, un peu de jus de fruits, ce genre de choses. Mais même si on donne des bonbons ou du jus de fruits, qui est assez peu, on se lasse assez peu vite, néanmoins, malgré tout, ces animaux, au bout de 10, 15, 20 fois, ils n'en veulent plus. Donc on ne peut pas faire beaucoup d'essais par jour. Là où l'abeille, en fait, plus on lui donne du sucre, parce qu'en gros le nectar c'est de l'eau sucrée, donc moi je vous donne de l'eau sucrée, plus on leur donne du sucre, plus elles en veulent, parce qu'elles nourrissent la ruche, et que les copines à la ruche, elles disent c'est super ce que tu nous ramènes, retourne en chercher. Donc on a la possibilité de travailler tous les jours très facilement à côté du laboratoire avec des animaux qui sont disponibles en très grand nombre, puisque dans une ruche il y a plus que 30 000 ou 40 000 individus, donc moi j'en teste une par jour pour j'ai de la marge. Voilà, donc c'est assez pratique aussi. C'est important, je dirais que je le mentionne toujours parce que en recherche, on ne va pas sur n'importe quel animal au hasard, il faut aussi que ça soit pratique. Soit très particulier pour répondre à une question très précise, soit pratique. Donc c'est pour ça qu'en tout cas, depuis des siècles, l'abeille a été fortement étudiée par de nombreux chercheurs. Et puis l'abeille, elle a un cerveau. Donc peut-être vous n'avez jamais pensé que les insectes avaient des cerveaux. Ils n'ont pas, ils ont bien sûr un peu des ganglions tout au long de leur corps, mais ils ont un vrai cerveau intégré qui fait quand même 1 million de neurones. Donc c'est un chiffre raisonnable. Nous, on en a 100 milliards, donc 100 000 fois plus, on pourrait mettre 100 000 cerveaux d'abeilles dans le nôtre, donc on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur, mais c'est quand même déjà raisonnable, 1 million, et le cerveau, il fait à peu près 1 millimètre cube, donc il est visible à l'œil nu. Et ce cerveau, il est organisé, un peu comme le nôtre, il est fait de neurones, comme les nôtres, c'est assez proche de ça, et il est organisé en aires, donc par exemple, j'ai mis un code de couleur, c'est le cerveau qui est tout blanc, mais voilà, par exemple en jaune, ça va être des neurones qui vont traiter l'information visuelle. En rouge, justement, c'est là où va se situer la navigation, c'est là où elle va utiliser sa boussole dont je vous parlais. En vert, c'est ce qui vient des antennes, etc. Et la partie justement grise, ou violette, la grise, c'est la partie où tout cela est intégré. C'est vraiment la zone qui est responsable de l'intelligence de l'abeille. C'est là où elle va intégrer toutes les informations qui viennent de ces différents sens, qu'elle va prendre des décisions, qu'elle va apprendre, mémoriser, etc. Et donc, je vous en parle parce que parmi les insectes, il y a un autre insecte modèle très très utilisé en recherche, qui est la drosophile. Je n'ai pas mis de photo parce que c'est moche. Non, mais c'est les petites mouches, les petits moucherons que vous avez dans vos fruits, voilà, qu'on a dans les cuisines. C'est vraiment très très commun. Mais alors en recherche encore plus, puisque c'est des animaux qui ont une reproduction très rapide, qui peuvent être maintenus en petits tubes à essai par centaines. Et en fait, on peut faire des tas de modifications génétiques. Donc on peut faire ce qu'on veut avec les drodophiles. Et notamment, là, je m'intéresse beaucoup à l'intelligence et à la pollution. Et ben, on peut allumer un neurone, éteindre un neurone, en augmentant la température ou en changeant la lumière. On fait vraiment ce qu'on veut, donc ça peut permettre vraiment de comprendre tous les mécanismes du cerveau. En tout cas, en principe. Sauf que malheureusement, pour moi, parce que c'est une question qui m'intéresse, c'est que la drosophile, eh ben, elle n'est pas très intelligente par rapport à l'abeille, et on le voit avec la structure de son cerveau. Donc déjà, il est plus petit, puisque c'est un animal plus petit, mais même sans ça, en fait, en proportion, vous voyez que la partie grisée, elle est toute rabougrie par rapport. Donc, rien qu'avec le cerveau de l'abeille, on voit qu'au sein des insectes, c'est effectivement un animal a priori intelligent, en tout cas, voilà, au sein des insectes.
Et donc, souvent, on me demande, mais comment on fait pour travailler sur l'abeille, pour savoir justement ce qu'est l'abeille dans sa tête? On utilise des méthodes vraiment extrêmement simples et très peu sophistiquées, mais bien pensées. C'est-à-dire que la plupart du temps, je vais travailler vraiment en extérieur, pas très loin des ruches, tout simplement pour que les abeilles soient libres de venir à mon dispositif. La raison de ça, c'est que une abeille libre va montrer le meilleur de son comportement. Si je l'enferme en laboratoire et que j'essaie de lui faire passer des tests, elle est stressée, et évidemment, ça marche moins bien, même si on induit de la motivation alimentaire, par exemple. Donc, les abeilles viennent par elles-mêmes. Donc, on peut travailler qu'en été, c'est la petite limitation, mais que, voilà, moi, j'ai contrebalancé par une collaboration déjà depuis des années avec l'Australie. Donc, pendant les hivers européens, on va en Australie pour bénéficier des étés australiens. Donc, maintenant, ce n'est plus moi qui y va, ce sont mes étudiants. Ça marche très bien, c'est très agréable. Surtout qu'après, j'ai travaillé à Londres pendant 2 ans, où je n'ai pas eu d'été pendant 2 ans, donc ça a compensé. Donc, comment on fait? Tout simplement, je vous disais, on doit mettre une récompense pour que l'animal ait envie de venir travailler. Et donc, on utilise tout simplement de l'eau sucrée pour l'abeille, puisque le nectar, il a quelques organismes, mais principalement c'est de l'eau sucrée. Alors là, moi, j'utilise vraiment de l'eau très sucrée. La moitié de sucre et la moitié d'eau. C'est presque un sirop. Donc, elles aiment vraiment ça. On leur apprend tout à petit, par étapes, parce que lorsqu'elles trouvent du sucre quelque part, elles ont tendance à revenir tout simplement pour en chercher. Et donc, elles ont l'habitude de venir sur ma table, voilà, c'est une petite table, pas très loin. Et ensuite, je mets le sucre dans ce qu'on appelle la labyrinthe Y, elle va rentrer dedans par étapes, etc. Et ensuite, l'avantage de ce petit dispositif, qui est vraiment très simple en carton, c'est qu'il permet à l'abeille de faire un choix. Parce que bien sûr, moi je veux qu'elle fasse un choix pour savoir qu'est-ce qu'elle est capable d'apprendre et si elle peut comprendre la règle du jeu, par exemple. Donc là, elle doit faire un choix, elle rentre, tout est fermé, j'en fais rentrer qu'une à la fois, c'est important, je teste une abeille à la fois pour bien comprendre tout son historique et sa prise de décision. Donc on a la marque avec un petit peu de peinture, voilà. Et donc elle rentre, elle a un choix. Donc là, par exemple, c'est la première fois qu'elle rentre, elle voit jaune et bleu, elle va choisir au hasard. Peut-être qu'avant, elle a été sur une fleur jaune, elle va choisir le jaune. Et moi, bien sûr, en amont, j'ai décidé quel était mon choix. Donc, par exemple, là, moi, je veux qu'elle aille sur le bleu. Donc, sur le jaune, elle va soit rien trouver, soit, parce qu'on a une petite pipette pour mettre de la récompense, soit elle ne trouve rien, soit, même quand c'est une tâche difficile, je peux mettre une solution amère de quinine. Donc, c'est pas bon, elle n'aime pas ça, ça la blesse pas, mais c'est vraiment pas bon. Donc, ça la motive à faire le bon choix. Et donc, elle va rien trouver pour quelque chose qui ne lui plaît pas, donc elle va aller voir l'alternative, le bleu, et là, elle va trouver du sucre. Constance florale, comme je disais tout à l'heure, pour elle c'est une fleur très particulière, et bien le coup d'après, lorsqu'elle revient, parce qu'après elle va à la ruche, elle va ramener son sucre, elle revient, le coup d'après, quand elle revient, et ben elle a envie d'aller sur ce bleu. Et là ça va marcher très bien parce que c'est très facile pour elle d'apprendre bleu versus jaune. Donc le coup d'après, elle va aller sur le bleu, bien sûr, on peut changer le côté, etc. Dans les expériences que je vais vous montrer après, c'est pas aussi simple, et donc elle va faire beaucoup d'erreurs jusqu'à ce qu'elle comprenne la règle du jeu pour obtenir le sucre à tous les coups. Mais les abeilles restent motivées pendant toute la journée, même si elles font beaucoup d'erreurs. Donc c'est pratique pour nous. Et ensuite, comme ça, on peut voir ce qu'elles font après. Mais le principe de base, il est vraiment très simple pour travailler avec elles. Donc avant de vous expliquer un petit peu les types de tests qu'on peut leur faire passer, il faut quand même que je vous dise ce qu'elles voient. Alors je vais parler que de la vision, pas des autres sens, parce que vous pouvez bien faire des choix, et parce que principalement, moi je m'intéresse à ce domaine-là. Donc les yeux des abeilles, comme tous les insectes, ce sont des yeux à facettes, qu'on appelle aussi des omatidis scientifiquement. Donc là, je vous ai fait un petit zoom, et en fait, on voit vraiment bien qu'il y a des petites facettes, c'est des yeux composés. C'est l'avantage de ces yeux-là, par rapport aux nôtres, c'est qu'ils sont très bons pour détecter les mouvements. Tout simplement parce qu'en fait, chaque facette, c'est un pixel, et c'est connecté à un neuron. Et donc, l'abeille va être capable de détecter qu'un objet, il arrive sur une facette, puis sur l'autre. Et donc, elle va pouvoir vraiment détecter le mouvement très fin, qui va même activer une facette et après l'autre. Alors que nous, on est beaucoup moins bons en mouvement. Et donc, par exemple, ici, probablement que c'est une lumière classique, elle va le voir en stroboscopique, parce qu'elle a un mouvement extrêmement élevé. Et l'avantage de ça, c'est que ça évite les collisions quand on vole, etc. C'est très pratique d'avoir des mouvements très fins. La contrainte de ça, c'est un pixel par omatidie, donc elle voit assez flou, parce que voilà, c'est beaucoup moins précis que nous. Mais néanmoins, elle se débrouille bien. Et elle voit bien sûr les couleurs. Je dis bien sûr parce que les fleurs, comme vous savez, sont très colorées. Et c'est justement ce qui a donné l'intuition à l'un des chercheurs en
en abeille le plus connu, Carl von Frisch, parce qu'il a eu le prix Nobel, hein, ses études datent du début du XXe siècle, il a eu 1900-1918. Mais voilà, il a découvert la danse des abeilles, je vous parlais tout à l'heure, et il a aussi découvert que les abeilles voyaient les couleurs. Il a eu cette intuition, puisque si on nourrit les fleurs sont très colorées, probablement qu'elles voient les couleurs. Et donc oui, on voit les couleurs aussi bien que nous, à peu près de la même façon, sauf qu'elles ne voient pas tout à fait les mêmes couleurs. Puisque elle voit dans l'UV, et elle ne voit pas dans le rouge. Donc il y a un décalage du spectre. Et donc par exemple, il y a beaucoup de fleurs qui ont des couleurs UV. Donc des couleurs que nous on ne voit pas. Et donc sur ces petites images, à chaque fois à gauche, en jaune, vous voyez la fleur telle que nous on la voit. Ce sont des fleurs qui nous paraissent toutes jaunes. Et à droite, en fait, on a utilisé un filtre pour faire ressortir l'UV. Donc il apparaît soit en noir, soit en rouge, là, suivant les filtres qu'on utilise. Mais ça vous montre que la fleur, elle a en fait deux couleurs, un jaune et un UV. Mais nous, on voit que le jaune. Donc les fleurs, en fait, ont des couleurs bien plus riches pour les abeilles que pour nous. Et donc elles ont évolué pour les pollinisateurs, et hop, on en profite juste. Et donc malgré le fait qu'elles voient floues, elles ont quand même des bonnes reconnaissances visuelles, parce que par exemple, l'exemple le plus sympa, elles sont capables de reconnaître nos visages. Alors elles ne sont pas aussi douées que nous, hein, bien entendu, il leur faut un peu d'apprentissage, mais du coup on utilise le même principe, c'est-à-dire que sur une photo donnée, on va donner du sucre, et pas sur l'autre, et puis on regarde si l'abeille, elle ne se trompe pas. Et donc ça nous dit, oui, elle sait faire la différence entre ces deux visages. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle utilise un peu les mêmes mécanismes que nous, c'est-à-dire en s'intéressant aux yeux, à la position relative des yeux, du nez, de la bouche. Donc c'est très proche de ce que nous, on va faire pour reconnaître des visages. Et elle peut les reconnaître, quelle que soit l'orientation du visage, quelle que soit, je ne vais pas montrer là, mais l'émotion, si on est triste, si on rit, etc. Et donc à l'époque, cette étude avait fait grand bruit, tout simplement parce qu'à l'époque, les logiciels de reconnaissance faciale étaient vraiment à leur balbutiement. Et typiquement, la rotation, le fait de rajouter un accessoire, des lunettes par exemple, de changer la couleur des cheveux, ou l'émotion, en fait, était très compliqué pour les logiciels pour s'en sortir. Maintenant, bien entendu, on a des tous ces problématiques-là, mais à l'époque, du coup, les ingénieurs qui s'intéressaient à ces questions-là se sont inspirés de ces travaux chez l'abeille. C'est-à-dire, je vous dis, on est poussé par la curiosité, mais ça a des applications qu'on n'imaginait pas, puisque du coup, le fait que l'abeille utilise les mêmes mécanismes comme nous, je vous disais, les relations entre les différents éléments du visage, notamment ce qu'on appelle la configuration spatiale, ils se sont dit que ça devait être une méthode efficace, puisqu'elle a un petit cerveau, donc elle doit être efficace dans ses calculs, et ils se sont mis à essayer de modéliser ça par des réseaux de neurones, etc. Et donc c'est comme ça que c'est devenu beaucoup plus efficace, alors qu'avant, ils étaient sur une reconnaissance pixel par pixel, qui est beaucoup moins efficace, parce que ça change très facilement, dès qu'on change, typiquement, je vous disais, d'émotion, d'expression faciale. Bref, c'est un exemple, et donc ces recherches ont été financées par la NASA. Voilà, l'histoire. Voilà, donc après cette petite introduction sur ce que voient les abeilles, je vais vous présenter un petit peu certaines de leurs capacités. Donc j'ai pris quelques exemples pour pouvoir vous expliquer vraiment l'expérience en entier, parce que l'idée aussi de vous montrer la démarche de comment on va tester une capacité cognitive chez un animal. Donc je vous présente chez l'abeille, mais on ferait la même chose sur une autre espèce. Hein. Le principe est vraiment le même. Donc une des sortes d'intelligence, des niveaux d'intelligence très connus et très discutés en cognition, c'est la capacité de faire des catégorisations. Des catégories, la catégorisation. Donc l'écart des catégories, c'est quoi? Je vous donne cet exemple-là, par exemple. Là, vous avez la catégorie feuilles. Ok, on va tous les appeler par le même nom, feuilles. Et en fait, on s'en fiche un petit peu des caractéristiques précises de ces feuilles. On sait que c'est une feuille. On l'a appris durant notre enfance. Et notre cerveau, il a mémorisé une définition de feuille générique. C'est plat, ça a un pédoncule, une certaine gamme de couleurs. Quel est l'avantage de ça? C'est qu'on va nous présenter une nouvelle feuille qu'on n'a jamais vue. Enfin, c'est une feuille de gynécobiloba, qui est très rare chez nous. Mais on sait ce que c'est. Et on sait ce qu'on est censé faire avec. On ne pas grand-chose avec une feuille, et vous imaginez que ça marche pour tout. On catégorise tout. Ça peut marcher, bien sûr, pour les objets de notre quotidien. Je n'ai jamais vu exactement cette chaise, je savais qu'il fallait que je fasse ça dessus. J'avais pas besoin de faire beaucoup d'expérience avec ça. C'est extrêmement utile en termes d'économie. On n'a pas besoin de mémoriser tous les objets, tous les personnes qu'on a rencontrées. On va créer des catégories. Alors, quelles sont la définition commune? On ignore les petites différences subtiles. Voilà, typiquement, je sais que vous êtes des humains. Je n'ai pas besoin de faire attention à la façon d'être habillé, etc. J'ai des grands critères. Et ça, c'est quelque chose, donc, je disais, extrêmement utile, mais qui a été très longtemps, jusque dans les années 90, hein, donc c'est assez récent, considéré comme lié au langage. C'est-à-dire que comme on avait des mots,
et bien la catégorie avait un sens, parce qu'à ce moment-là, on avait une étiquette, et donc des limites par rapport à cette étiquette. Et donc pendant l'enfance, nos parents disaient ça c'est une feuille, ah ça c'est une branche, ça c'est une feuille, ça c'est un phasme, etc. Et donc on pouvait comme ça définir les limites de notre catégorie. Donc c'était pensé très proche du langage et donc réservé en principe principalement aux humains, voire éventuellement, ça aurait été sympa, aux autres primates. Et donc les études ont commencé chez d'autres animaux seulement en 1995-1996. On s'est rendu compte, ah non, ben, les dauphins aussi, les perroquets, ah oui, mais c'est normal, ils ont un langage, etc., etc. Et on est arrivé dans les années 2000 à l'abeille. On s'est rendu compte que l'abeille, elle est aussi douée, voire plus douée que les primates pour faire des catégories. Donc, une des nouvelles révolutions qu'a apporté l'abeille, puisqu'on est passé, en gros, je pense qu'à l'époque, on était chez le chien, à l'abeille. Donc, il y a quand même un saut évolutif très important. Mais l'abeille, en fait, elle fait ça extrêmement facilement. Donc, il y a plein d'études, bien entendu. Je vous en montre une, parce que c'est une des plus récentes, et puis elle est vraiment rigolote. C'est une étude faite par des Chinois, en plus ils mettent en valeur notre culture. Ce sont des Chinois qui se sont posés la question de savoir est-ce que les abeilles, elles pouvaient différencier le style de Picasso et le style de Monet. Donc ce sont des catégories d'une certaine façon, on peut dire soit Monet ou Picasso, soit le cubisme versus l'impressionnisme. C'est une catégorie que nous on apprend voilà, dans nos cours, au collège, etc. Et donc pour nous, même si vous ne connaissez peut-être pas tous ces tableaux, vous serez capable de dire ah ben celui-là c'est plutôt un Monet ou celui-là c'est plutôt un Picasso, grâce à notre culture. Mais c'est quand même pas si simple que ça. C'est peut-être parfois un peu difficile de dire comment. Tout simplement parce que ces deux peintres, ils ont été très prolifiques et en fait, leur style a quand même pas mal évolué. Si je prends Picasso, on a, je sais pas si vous voyez ma flèche, mais on va avoir la dame là, tout en rondeur, tout en couleur. Et après, en fait, en bas à gauche, là, on a quelque chose dans les nuances de gris, très géométrique. Pour moi, le point commun entre ces deux tableaux, il est quand même compliqué. Mais c'est par différence, avec le tableau d'à côté, qu'on dit ah ben ça c'est plutôt Picasso, ça c'est plutôt Monet. Donc c'est quand même assez complexe. Et on ne peut pas juste juger par des raisons du fait qu'elles se ressemblent. Ce serait un peu les mêmes teintes de couleurs ou les mêmes formes géométriques. Ça ne peut pas marcher comme ça. Et donc ce qu'ils ont fait, tout simplement, ils ont utilisé le petit Y que je vous ai montré tout à l'heure. L'abeille arrive, cette fois-ci elle n'a pas le choix entre jaune et bleu, elle a le choix entre un Picasso et un Monet. Une abeille donnée aura du sucre sur le Picasso, l'autre abeille l'aura sur le Monet. Pour dire qu'il n'y a pas de préférence innée, voilà, des peintres, c'est toujours avec les ont un goût esthétique particulier. Et donc à chaque fois qu'elle revient, et ben, elles ne peuvent pas vraiment utiliser leur mémoire directe parce qu'elle va voir un nouveau tableau. À chaque fois, chaque tableau, elle va les voir qu'une fois. Mais du coup, le sucre sera toujours sur le Picasso. Et donc, on va faire ça pendant 30 fois. Et les abeilles, la majorité d'entre elles en tout cas, ont créé cette catégorie Picasso versus Monet. Et on leur présente après, voilà, un nouveau qu'elles n'ont encore jamais vu. Et elles ne se trompent pas, elles choisissent le mot. Et donc ça nous montre qu'elles vont au cours du temps, essayer de comprendre quels sont les points communs entre ces différents tableaux pour essayer de créer la catégorie. Et donc, lorsqu'on propose un nouveau choix, ils vont essayer de voir ce qui est le plus ressemblant avec tout ce qu'ils ont à faire. Donc ça, c'est quelque chose de très artificiel, mais bien sûr, auparavant, ça avait été testé sur des choses biologiques, c'est-à-dire, ben voilà, ce qu'elle fait une différence entre des arbres, les fleurs, par exemple, des choses très biologiques, ou voilà, les congénères, les non-congénères, etc. Donc, bien sûr, elles le font dans un cadre tout à fait biologique et pertinent d'un point de vue écologique, mais nous, on peut les tester avec des choses plus artificielles pour essayer de comprendre les mécanismes derrière. Ce qui est un peu embêtant avec cette expérience particulière, c'est qu'on ne sait pas comment elles sont faites. On ne sait pas quels sont les critères, on aimerait bien les connaître. Mais sur d'autres expériences, on peut contrôler les images pour vraiment, après, les modifier légèrement, voir est-ce que c'est la couleur, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça. Voilà, le principe est comme ça. Donc, ok, on savait qu'elle savait faire des catégories basées sur la perception. Donc, on a voulu aller plus loin, et donc, dans le catalogue des niveaux d'intelligence que les élèves en psychologie apprennent, qui s'est basé sur le développement de l'humain. Parce que c'est ça aussi, c'est quoi l'intelligence? Qu'est-ce qui est un haut niveau d'intelligence? Qu'est-ce qui est un bas niveau d'intelligence? Comment on sait ça? Eh bien, on sait tout simplement, ça a été défini par rapport à l'homme, c'est logique, c'est des hommes qui font de la recherche, et ça a été défini avec le développement de l'enfant. En gros, les choses qu'on sait faire tout petit, c'est facile. Les choses qu'on ne sait faire qu'à l'âge adulte, parce qu'il y a certaines choses qu'on arrive vraiment bien qu'à l'âge adulte, ça, c'est compliqué. Et on fait comme ça tout un truc linéaire. Et donc la catégorisation, c'est vers l'âge de 3-4 ans qu'on y arrive, donc c'est quand même déjà un peu sérieux. Et après, on a un autre niveau que je vais vous présenter maintenant, c'est plutôt vers l'âge de 7 ans.
c'est la capacité à faire des concepts abstraits, c'est-à-dire des concepts qui ne dépendent pas de la perception. Un exemple de concept, c'est des relations au-dessus, en dessous, plus grand, plus petit, avant, après. Toutes ces choses-là, en fait, ça n'a pas de substance. Avant, tout seul, ça ne veut rien dire. C'est évidemment, il faut mettre des objets ou des situations l'une par rapport à l'autre. Et donc, pour le cerveau, il doit avoir ce concept-là, mais indépendamment de la perception, parce qu'il va s'appliquer sur des situations extrêmement différentes. C'est ce qu'on appelle l'abstraction. Donc, ça semble comme ça, non seulement c'est compliqué pour l'enfant jusqu'à 7 ans, mais en plus, ça semble effectivement abstrait, compliqué. Ça n'a pas l'air d'être direct entre une stimulation, un neurone. Ça a l'air d'être quand même plus compliqué, un peu au niveau. Là encore, il faut le langage probablement pour créer ces neurones, puisque du coup, on va dire le mot au-dessus, dans plein de situations à l'enfant, et il va finir du coup par créer carrément, c'est l'idée qu'on a, en tout cas, jusqu'à un peu de temps, créer un réseau de neurones qui va répondre à au-dessus, mais au cours de son développement. Donc, pendant cette première année. Et effectivement, on voit que les chimpanzés, par exemple, vont être capables de comprendre des concepts de au-dessus, etc. Mais il leur faut des milliers et des milliers d'essais, des semaines, des mois d'entraînement pour y arriver. Donc tout cela est très cohérent. C'est quelque chose de complexe. Ok, nos proches ancêtres, ils ont des rudiments, mais probablement qu'ils ne l'utilisent pas. Quel était l'état de l'art à l'époque? Probablement qu'ils ne l'utilisent pas. Mais voilà, ils ont une base neurale pour y arriver. Si on les entraîne artificiellement à le faire, ils vont y arriver. Mais voilà, c'est surtout quelque chose de très humain. Et c'est vrai que c'est très humain. Justement, les comparaisons, on fait ça tout le temps, comme je le sais. Avant, après, plus gros, plus petit, plus chaud, moins chaud, etc. On passe son temps à faire des comparaisons. C'est effectivement très humain. Donc, pas accessible aux animaux a priori. Et là encore, un bond, alors cette fois-ci on est passé des chimpanzés aux abeilles, donc on a fait un bond incroyable, mais c'est très facile de tester les abeilles. Et donc les abeilles, en 1 heure, elles comprennent qu'il faut utiliser le concept au-dessus pour faire une tâche, qu'il faut prendre l'objet le plus grand, etc. etc. Et c'est rythmé vraiment extrêmement bien. C'est très facile pour elles, et ça intrigue énormément. Et donc je vous donne juste un exemple, parce que c'est le plus facile à comprendre, l'exemple des nombres. Parce que les nombres, c'est une relation, finalement, aussi. Et on comprend bien son critère abstrait. Je vous dis le nombre 3. On voit bien que 3, donc des neurones qui répondent à 3, il faut qu'ils répondent, que ce soit 3 potes, 3 personnes, que ce soit 3 sons, que ce soit 3 tapes, des choses qui n'ont vraiment rien à voir avec une perceptive. Ce neurone, il doit quand même répondre pour nous dire que c'est 3. Ce neurone de cet ensemble de neurones, évidemment. Donc c'est quand même assez compliqué. En plus, c'est les bases des mathématiques, donc d'autant plus. Et donc, les abeilles, elles savent aussi compter. Je vais vous montrer comment on a pu le mettre en évidence. Elles savent compter jusqu'à 5. Donc, ça paraît pas énorme, mais en fait, c'est la même limite que nous si on n'utilise pas des mots. C'est-à-dire que si on n'a pas la possibilité de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc., de compter séquentiellement grâce au nombre qu'on a appris petit, on a la même limite. Si je vous montre, je ne l'ai pas fait là, mais une image avec, je ne sais pas, 5 billes, vous êtes capable de me dire, ah il y en a 5. Si je vous en montre 9, là c'est compliqué de. Est-ce qu'on a 8, 10 ou 9? Là il va falloir les compter une à une. C'est beaucoup plus compliqué. En fait, cette limite de 5, maintenant on sait qu'elle est universelle. C'est la même limite chez l'abeille que chez l'humain, que chez la tortue, que chez le dauphin. C'est très intéressant de voir cette universalité. Donc on pense que les cerveaux ont cette limite, qu'après ça devient trop compliqué d'être précis. Et donc comment on fait? L'idée qu'on a eue, c'est d'utiliser toujours notre labyrinthe, mais cette fois-ci de mettre une image à l'entrée. Donc, je vous ai déjà donné un peu la réponse, vous vous doutez de ce que doit faire l'abeille. Elle doit compter le nombre d'éléments à l'entrée, et ensuite faire son choix en fonction. Donc là, il y a 3 étoiles. Pour avoir la récompense, elle doit choisir 3 ronds. Bien entendu, à chaque fois qu'elle revient, on change le nombre à l'entrée. Donc elle ne peut pas juste mémoriser le nombre. On change la forme des objets, on change leur disposition, on change leur taille, on change leur couleur, on change leur densité, on contrôle absolument tous les paramètres d'une horreur de concevoir ces expériences. Mais on contrôle absolument tout pour qu'elle ne puisse rien utiliser d'autre qui marcherait à tous les coups que le nombre. Et les abeilles, en 1 heure, donc à peu près 30 essais, y arrivent quasiment toutes. Ce qui nous fait dire qu'elles savaient compter avant et qu'elles comptent dans leur vie de tous les jours. Et c'est juste qu'il leur faut 1 heure pour comprendre ce qu'on veut d'elles. Parce que vous imaginez bien qu'on ne peut pas leur expliquer. En plus, les abeilles vivent très peu de temps, elles vivent 15 jours en tant que butineuse.
Donc contrairement au chimpanzé que ça fait 10 ans qu'il fait des manips dans le laboratoire avec son écran, elle, c'est la première fois qu'elle voit un labyrinthe de sa vie. Donc, vous imaginez que c'est quand même pas une fleur. Déjà, moi je suis toujours admirative du fait qu'elle comprend qu'il y a un lien entre ce qu'il y a à l'entrée, qu'il faut faire un choix, et puis surtout quand elle revient à chaque fois, il faut se rappeler de ce qu'elle a fait avant. Moi je trouve ça déjà assez épatant. Et donc, voilà, et vraiment quand on voit l'abeille faire l'expérience, on est convaincu. Pourquoi? Parce qu'au départ, elle sait qu'il y a du sucre après, donc elle va passer tout droit, elle fait pas du tout attention à ce qu'il y a à l'autre. Et puis d'un coup, elle va commencer à regarder. Donc, mais elle regarde comme ça. Et puis les abeilles, elles ont un comportement, quand elles observent quelque chose, elles font ce qu'on appelle un scan, c'est-à-dire qu'elles font du surplace, puis elles regardent un objet, un autre objet. Et à un moment donné, on voit les abeilles qui commencent à regarder l'étoile, l'autre étoile, la troisième étoile, elles ne reviennent pas deux fois à la même, elles n'en oublient pas, et là on se fait du bingo. Et effectivement, on a, c'est aléatoire, c'est aléatoire, c'est aléatoire, et bien elles réussissent presque à tous les coups. Elles ont eu le « Ah, j'ai compris ce qu'il fallait que je fasse ». Donc c'est assez intéressant à voir, et c'est convaincant du fait que vraiment, elles vont compter le nombre d'objets. Et donc si on fait 6 ou 7, là on commence à avoir beaucoup d'erreurs. C'est pas qu'elles n'y arrivent plus du tout, mais c'est juste qu'on commence à avoir beaucoup d'erreurs, alors que jusqu'à 5, une fois qu'elles ont compris ce qu'on attendait d'elles, elles y arrivent quasiment à tous les coups. Donc voilà un des exemples, et puis on a continué, on a pu montrer qu'elles faisaient des additions, des soustractions, qu'elles peuvent associer des nombres à des symboles, qu'elles peuvent catégoriser les nombres pairs et impairs. Bref, elles peuvent faire tout ce que fait un enfant de 3 ans avant d'aller à l'école. En gros. Donc, voilà, c'est assez épatant. Et évidemment, on ne s'y attendait pas du tout à ce genre de résultat. Et ça change complètement notre conception de l'intelligence et surtout de la différence entre les espèces. Donc on y reviendra bien sûr à la fin. Donc, un autre exemple d'intelligence, là je change complètement de sujet. Alors cette fois-ci, maintenant, je mets des points d'interrogation parce que la définition de ces types d'intelligence est très complexe et donc c'est très compliqué finalement de le tester chez l'animal parce qu'on n'a pas d'accès à sa conscience, à sa subjectivité, à ce qu'il y a dans sa tête. Donc, la métacognition, c'est quoi? La métacognition, c'est le fait d'avoir conscience de ce que l'on sait, de ce que l'on ne sait pas, etc. Savoir avoir un regard sur soi-même. Et donc, par exemple, voilà, grâce à la métacognition, on sait, avant de répondre à une question, si on est sûr d'y arriver, si on n'est pas sûr d'y arriver, si on sait, si on ne sait pas, on a un niveau de confiance qui nous permet d'y aller ou de ne pas y aller, etc. Donc ça, c'est un des exemples de métacognition. Mais on est aussi capable de connaître quel est notre sentiment, etc. Et donc, on se pose la question de savoir ce petit insecte qu'on imaginait pendant très longtemps, et encore pour beaucoup de monde aujourd'hui, comme un stimulus, une réponse. Voilà, il ne se passe pas grand-chose dans son cerveau, c'est « Ah, je détecte cette odeur, je sais que je dois réagir comme ça. J'ai la larve qui me demande à manger, et ben, je lui amène à manger, et voilà, je ne réfléchis pas plus que ça. » Du coup, on imagine évidemment qu'il n'y a absolument rien, qu'il n'y a pas de pensée, qu'il n'y a pas de prise de décision, qu'il n'y a pas tout ça. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête de l'abeille, mais on peut voir au niveau du comportement, si c'est aussi simple que ça, ou un peu plus complexe. Et donc ça, c'est une expérience assez simple, et qui présente beaucoup de ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a une réflexion un petit peu dans leur décision. Donc l'expérience, elle est vraiment simple, comme je vous disais, c'est sucre sur le jaune, eau sur le bleu. Donc elle doit choisir soit le bleu, soit le jaune. Elle fait une différence entre les deux. Et en fait, ce qui a été fait, c'est que ça a été mis sur une table, plein de petites pastilles, des jaunes, des bleus, tout partout, et puis on compte à chaque fois que l'abeille se pose sur une des pastilles. Sur les bleus, sur les jaunes, pardon, il y a une goutte de sucre, sur les bleus, il y a une goutte. Bon. Et donc, on peut mesurer le nombre de choix corrects et faire un pourcentage. Donc, comme il y a deux choix possibles, 50%, ça veut dire qu'elle fait au hasard. Donc, 50% c'est au hasard, et donc ça peut aller jusqu'à 100%, celle qui ne se trompe jamais. Et on mesure aussi le temps de décision. Est-ce qu'elles vont très vite de l'une à l'autre, ou est-ce qu'elles prennent le temps d'observer avant de prendre une décision? Et donc, si vous regardez maintenant les petits losanges bleus, chaque losange c'est une abeille. Et vous avez dans l'axe horizontal, l'axe des abscisses, le temps qu'elles ont mis pour prendre leur décision en moyenne. Et dans l'axe vertical, l'axe des ordonnées, vous avez le pourcentage de choix correct. Plus c'est haut, plus elles sont données, plus c'est bas, à 50 c'est le moyen. Donc par exemple, en bas à gauche, là vous avez un losange qui pile poil à 50 et qui met 6 secondes. Donc ça c'est une abeille qui allait extrêmement vite mais qui n'a rien compris. Pourquoi pas cette stratégie? Peut-être qu'elle a récolté autant de sucre que les autres finalement.
C'est une stratégie, mais elle répond. Et donc vous avez comme ça tout un continuum de réponses, tous les losanges, là, jusqu'à l'abeille la meilleure, qui va à peu près à 80% de choix, mais qui met plus de 2 fois plus longtemps pour prendre cette décision. Donc ça c'est quelque chose qui est connu en intelligence. Maintenant on a un choix à faire, surtout quand c'est perceptif comme ça, plus on prend le temps de regarder, moins on se trompe. Donc on retrouve ça aussi chez les abeilles, on peut peut-être s'y attendre. Donc ça nous montre déjà une chose, c'est qu'il y a des différences individuelles. Ça c'est les abeilles qui viennent d'une même colonie, donc génétiquement elles sont très proches, voire identiques. Mais il y a quand même une différence. Elles ont des stratégies, elles ont des capacités différentes. On a pu montrer qu'effectivement, il y a des abeilles intelligentes, d'autres moins intelligentes, d'autres qui sont douées pour cette tâche, d'autres pour cette autre tâche. Il y a une variabilité individuelle très forte. Il y a des personnalités chez les abeilles, il y a des craintives, il y a des bold, je ne sais pas comment on dit en français. Bon, voilà. Il y a vraiment des personnalités, etc. Ça aussi, c'est une découverte de ces dernières années. Et donc, ces abeilles-là, maintenant, on leur fait passer un deuxième niveau. Je vous ai parlé de la clinique tout à l'heure, c'est amer, c'est pas bon. Maintenant, si elles se trompent, elles ont un goût dégoûtant sur leur processus. Et ça reste. Bref, c'est embêtant. Et on regarde comment si elles changent leur comportement ou pas. Si c'était des animaux très instinctifs, un stimulus, une réponse, je suis capable d'apprendre ça, je le fais, elles feraient la même chose. Or, ce que l'on voit, si on suit maintenant chaque losange va devenir un carré rouge, c'est toujours la même abeille, sauf qu'elle est maintenant confrontée à la clinique. Et bien on voit que tous, en fait, toutes les abeilles vont aller vers le haut. Mais pour aller vers le haut et donc avoir moins de punition, ça a un coût. Elles se déplacent vers la droite. Elles mettent plus longtemps pour prendre leurs décisions. Et même notre petite abeille rapide, impulsive, qui n'a rien compris, elle passe beaucoup plus de temps, presque le double de temps maintenant. Elle s'est améliorée, elle n'est pas devenue Einstein. Je vous disais, il y a quand même des différences. Mais elle a clairement essayé de s'améliorer. Et toutes, en fait, vont s'améliorer. Un coup, à part une qui le fait plus rapidement, voilà, il y a toujours les contre-exemples de la biologie. Mais vraiment, on voit que c'est quand même assez constant, qu'elles vont changer leur comportement. Elles vont prendre plus de temps pour la décision, pour éviter le risque de faire une erreur. Donc ça montre. Je vais mis un grand point d'interrogation, je ne dis pas que c'est la métacognition telle que nous on l'entend, mais en tout cas, il y a un mécanisme équivalent qui leur permet de savoir, là, je vais trop vite, je vais me tromper, donc je change mon comportement pour éviter de me tromper, en tout cas, moins me tromper. Autre sujet, et une des formes de conscience, c'est la conscience de soi et de son corps. Nous, on a conscience de notre volume, de notre taille, etc. Ce qui fait qu'avant même d'essayer d'ouvrir le placard qui est en haut, je sais de prendre un truc au supermarché, je sais que c'est même pas la peine d'essayer, qu'il faut lui demander à un jeune homme grand qui serait bien de le prendre. Je sais quelles sont mes limites de taille, je sais si je vais passer dans un interstice entre la porte entrouverte, ou s'il faut que je me mette de côté, etc. On n'a pas besoin de se cogner à chaque fois. Les ados un peu, parce que leur corps change trop vite, mais en tout cas, à l'âge adulte, on connaît notre corps, et on n'a pas besoin de se regarder. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas, oui, ça passe, non. On a une représentation interne de notre corps. Donc c'est une forme de conscience, c'est un état mental qui nous permet de représenter notre corps. Et donc ça semble extrêmement utile au quotidien pour éviter les collisions, etc. Mais ça semble quand même assez complexe d'un point de vue des neurones. Comment les neurones peuvent représenter notre corps et puis se projeter son corps, là je peux me projeter sur cette porte, oui je vais passer facilement, d'autant plus à la distance, etc. C'est quand même pas simple. Et encore une fois, pour les programmes informatiques, c'est pas toujours simple. En réalité virtuelle, etc. C'est quelque chose qui a été long pour maîtriser et éviter les collisions, etc. Et donc, une étude par des collègues anglais ont essayé de tester ça chez des bourdons. Alors pourquoi des bourdons et pas des abeilles? Tout simplement parce que les bourdons, c'est quand même assez proche d'un point de vue phylogénétique, mais ils ont des tailles différentes. Parce que les bourdons, la reine, en fait, elle ne pond pas dans les hexagones, etc. Elle pond dans un nid, c'est beaucoup plus rudimentaire. Mais en fait, du coup, elle pond au début, puis elle va pondre les unes sur les autres. Elle fait des petits cocons les uns sur les autres. Et les cocons qui sont à la périphérie, ils ont moins de chaleur que ceux qui sont au milieu. Et donc, ça fait des bourdons moins gros. Mais génétiquement, ils sont pareils, ils ont la même nourriture, etc. Donc, ils ne peuvent pas savoir à l'avance s'ils vont être gros ou petits. Ça va vraiment dépendre de la température, et c'est pas dans les gènes, donc c'est pas instinctif. Et donc, ces bourdons, bien sûr, ils ont la possibilité de développer dans leur colonie, mais ils ne les avaient jamais laissés sortir. Donc ils sont dans le noir, dans la colonie, et ils ont quand même des interactions avec les murs de la colonie, avec les autres, etc. Et donc, un jour, ils les ont laissés sortir, et cette fois-ci, devant l'entrée,
ils ont mis une planche à trous avec des trous de différentes tailles. Et ils ont vu voir ce qui se passait, ils vont tous se cogner partout, etc. Et ce qu'ils ont vu, c'est déjà qu'il n'y a eu aucune collision. Donc les bourdons, spontanément, ont réussi à passer, et que les gros bourdons sont passés par les gros trous, et les petits bourdons par les petits trous. Tout simplement que s'ils passent tous par les gros trous, ils se seraient cognés. Et donc naturellement, il y a une répartition comme ça. Donc ça veut dire que déjà, avant même de sortir, ils ont conscience qu'eux, ils peuvent passer par ce trou, et les autres pas. Mais en plus, encore plus finement que ça, c'est pas juste gros, je suis petit. Quand la taille du trou est quasiment la même taille qu'eux, c'est ce qui est montré là, et bien ils se mettaient de profil. Pourquoi? Parce que les ailes sont très fragiles. S'ils abîment leurs ailes, ils sont foutus. Donc c'est une façon de protéger leurs ailes, et en plus ils prennent moins de place dans ce sens. Et donc ça, ils l'ont fait avant de se cogner. Ils regardent le trou, et ils savent, ok, il faut que je le passe comme ça, ou je peux passer tout droit. Et ils adaptaient aussi leur vitesse. Donc, ils ont une conscience de leur taille. Encore une fois, sous quelle forme, je ne sais rien. Je ne sais pas à quel point c'est une décision réellement. Mais en tout cas, leur cerveau va prendre la décision de passer par le trou et de savoir s'il passe ou s'il passe pas. Mon dernier exemple d'intelligence individuelle, parce que là, tout ça, bien sûr, c'est un secteur social, mais je parle de ce que chaque petit individu, chaque petite abeille est capable de faire. Donc un autre exemple, c'est un autre type, si on veut, d'intelligence. C'est moins d'intelligence que de la réactivité, mais c'est la capacité à avoir des émotions. Et là encore, point d'interrogation, pourquoi? Parce que l'émotion, c'est extrêmement dur à définir. Mais il y a quand même un certain nombre de critères, et on peut essayer de les tester chez les animaux le plus possible. Un des critères, c'est ce qu'on appelle le biais de jugement, le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Quelque chose de neutre, donc on a un verre effectivement qui est à moitié d'eau. Pour se dire qu'il est plein ou il est vide, il peut être les deux en fait, il n'est pas plus l'un que l'autre. Ça dépend de notre état émotionnel. Si on est stressé, déprimé, etc., on a tendance à le voir à moitié vide, si c'est pas bien vide évidemment. Et à l'inverse, si on a une émotion positive, on va le voir plutôt la situation comme positive, c'est voir la vie en rose, la vie en noir, etc. On a beaucoup de choses dans notre langage, parce que c'est quelque chose qu'on connaît très bien. Et qui peut se tester chez l'humain, ça marche très bien bien sûr, mais aussi chez les animaux. Et c'est un des tests qu'on va faire par exemple dans les élevages pour évaluer le bien-être des animaux. Donc le test il fonctionne comment? Bien sûr il y a plein de versions, mais c'est toujours le même principe. Donc là je vous montre le principe qui a été fait chez les abeilles. On a rouge, je dis que vous ne voyez pas le rouge, en fait ce sont les odeurs, mais c'est plus facile pour moi de vous présenter avec des... Donc rouge égale sucre, jaune égale punition. Ok? Qu'est-ce qu'on fait avec du orange? C'est puni, pas puni, on ne sait pas. Et donc, ce qu'ils ont voulu contrôler, encore ce sont des chercheurs anglais, ils ont contrôlé des abeilles qui se sont dit qu'ils allaient les mettre en émotion négative en les secouant dans une boîte. Pourquoi pas? Il faut être créatif quand on est chercheur. L'avantage de cette méthode-là, c'est qu'évidemment, c'est tous ces bien que ça n'est pas leur plaire, mais ça ne les blesse pas, donc on n'est pas dans des problèmes physiologiques, etc. Et des abeilles contrôle qui ont été dans la même boîte et qui n'ont pas été secouées. Et on regarde qu'elles font comme choix avec tous les intermédiaires. Et donc on voit que les abeilles stressées, elles vont sur le rouge et sur le rouge uniquement. Là où les abeilles contrôlent, elles vont sur le rouge, sur l'orange foncé et même sur le rouge. Elles vont juste éviter les deux nuances de jaune. Donc elles acceptent des options plus ambiguës que celles stressées. On peut le faire en sens inverse. Les chercheurs ont ciblé des émotions positives, où là c'est l'inverse par rapport au contrôle, elles vont choisir plus de choses que les contrôles. Donc là, c'est un test de laboratoire. Mais dans la vraie vie, vous imaginez que ça peut vouloir dire je viens de me faire attaquer par une araignée crabe sur la fleur, ben c'est peut-être pas le moment d'aller visiter toutes les fleurs et voir ce qui se passe. Peut-être que je vais visiter que la fleur que je sais qui est sûre, que je suis déjà allée plusieurs fois et qui va bien. Et je vais peut-être pas aller voir les fleurs autour qui ressemblent un peu. Par exemple, c'est un exemple que je peux vous donner. Mais en fait, une émotion, nous, des fois, quand elles sont poussées à l'extrême, ça devient négatif, mais c'est extrêmement adaptatif. Il m'est arrivé un événement important, que ce soit faire une découverte d'une ressource que je n'imaginais pas, ou me faire attaquer, j'adapte mon comportement en fonction. Je me cache, je fais des activités, ou au contraire, là, il y a une source de nourriture, je m'excite, j'appelle les congénères, bref, je change mon comportement en fonction, et ça peut être de plus ou moins moyen terme. Et ça, c'est médié, chez l'humain en tout cas, par une zone du cerveau particulière, l'amygdale, et par sa table d'hormones, les différents taux d'hormones. Et ça a un impact sur notre physiologie, notre rythme cardiaque, etc., etc. Et donc, si on fait ça chez le cheval, pour un exemple de mammifère quelconque,
et ben on va avoir ces résultats comportementaux. On va avoir les mêmes changements physiologiques, on va avoir les mêmes hormones et on va avoir la même activation dans le cerveau. Parce que le cerveau des mammifères, il est très conservé. Donc on finit par se dire, à faire un consensus, probablement que le cheval, il y a des émotions proches que nous, le chien, le chat, etc. Déjà, si on va commencer à aller sur le poisson, plus compliqué. Et encore, son cerveau, il ressemble, il peut avoir un équivalent d'amygdale. Alors chez l'abeille, à part ce test-là, ok, il y a des changements physiologiques, mais la physiologie, elle n'a rien à voir, les hormones, elles n'ont rien à voir, et le cerveau n'a rien à voir. Donc c'est compliqué d'inférer son état mental. Parce que ce que l'on met dans une émotion, c'est effectivement tous ces ensembles de choses que je vous ai dit, des critères objectifs, mais en fait, c'est bien plus que ça, une émotion. La tristesse, c'est bien plus que d'avoir une baisse de son rythme cardiaque et puis une hormone qui monte. C'est tous des sentiments, des pensées, se sentir nul, etc., etc. Et donc ça, bien sûr, quand on le voit chez un de nos congénères, on va imaginer qu'il ressent la même chose que nous dans la même situation, ce qu'on appelle l'empathie. Et donc, notre empathie, maintenant, va aller à nos animaux de compagnie, parce qu'ils ont tout un tas de critères, et donc on s'imagine que le chien qui il est triste, il ressent la même chose que nous. On n'en est pas sûr, mais il y a quand même pas mal de points communs. Et chez l'abeille, on ne va jamais vraiment réussir à le savoir. C'est le problème de tous ces points d'interrogation, c'est qu'on peut tester des comportements, elles ont l'air de faire ça, mais ce qu'il y a dans leur tête, à quoi elles pensent, aucune idée, c'est équatoire. Peut-être qu'un jour, on aura le moyen de lire l'activité du cerveau et de voir quelles sont leurs pensées. On n'en est pas encore là. Mais ça, on ne peut pas se poser la question, mais c'est plutôt une question presque philosophique que vraiment, pour l'instant, scientifique en tant que. Donc je passe maintenant à la communication et l'intelligence sociale, si vous voulez, tout simplement parce que ces animaux, ce sont des animaux sociaux. Donc évidemment, ils ont surtout été étudiés pour leur socialité. Et il se passe évidemment énormément de choses de ce côté-là aussi. Mais comme je disais tout à l'heure, c'était important pour moi de d'abord vous montrer que même l'individu tout seul, il est déjà intelligent, il prend des décisions, il apprend en permanence, etc. etc. Donc imaginez à l'échelle du groupe encore plus. Donc les abeilles sont connues pour leur langage, la danse des abeilles. On en parle parfois à l'école. Donc c'est un grand mot, le mot langage, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mots, on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait des mots. Mais néanmoins, c'est une communication symbolique, puisque l'abeille, elle va trouver une source de nourriture intéressante, un cerisier en fleurs, par exemple, en ce moment. Elle va rentrer à la ruche et elle va donner cette information à ses congénères. Donc il faut qu'elle donne quoi comme information? Ce que c'est, alors pour l'instant on sait qu'elle peut donner l'odeur, tout simplement parce qu'elle ramène l'odeur avec elle sur ses poils, donc elle va sentir l'odeur, elle va régurgiter un petit peu de nectar, donc les autres abeilles disent ah ça c'est du cerisier, elle sent l'odeur, etc. Mais surtout elle va donner sa localisation, et c'est ça que la danse fait. Et donc la danse, elle fait des 8 à l'intérieur de la ruche, dans le noir, sur les 4. Là on voit les petits hexagones, vous avez sûrement déjà vu, si vous connaissez un peu les abeilles. Et donc elle fait dans le noir sur les parois verticales à l'intérieur de la ruche et elle se met à frétiller là en faisant des 8 à l'infini. Et ces 8 ils sont plus ou moins orientés. Et l'orientation du 8 par rapport à la verticale, ce que je vais vous montrer ici, là par exemple cette abeille là, le dessin que j'ai fait à gauche, c'est 45 degrés par la gauche. Ça dit l'orientation que les abeilles vont devoir prendre, la direction que les abeilles vont devoir prendre en sortant de la ruche par rapport au soleil. Donc là on est dans la dimension verticale dans le noir. C'est par la gravité qu'elles évaluent cet angle. Et elles doivent transposer ça en je sors, je vois le soleil et je vais 45 degrés à gauche du soleil. La danse évolue en fonction que le soleil bouge. Tout est très bien fait. Et quand le soleil est au zénith, les abeilles ne sortent pas, parce que de toute façon, il fait trop chaud. Et donc, voilà, elles ont l'orientation comme ça. Ça ne suffit pas, il faut la distance. Et la distance, elle est codée, il y a des dialectes, un peu, chaque sous-race d'abeilles a un code différent. Mais elle est codée en fonction du temps qu'elle met pour tourner. Elle tourne plus ou moins vite, et il y a une espèce d'échelle linéaire, et ça nous donne la distance qu'elle va mesurer en flux optique. Donc, flux optique, c'est quoi? C'est typiquement, si le cas le plus facile pour s'imaginer ça, c'est une allée de platane, vous savez, jusqu'à un manoir. On peut en fait mesurer sa distance en fonction des alternances ombre-soleil, ombre-soleil, pendant qu'on avance. Notre cerveau va être stimulé par la lumière. Et donc, on peut dire, j'ai eu 15 alternances, et quelqu'un d'autre qui va prendre le même chemin, il va mesurer 15 alternances, il aura la même distance. Et donc, c'est ce que font les abeilles, elles prennent le même chemin, elles vont transformer ce flux optique. Voilà, on sait qu'elles utilisent ça comme critère, on ne sait pas comment elles font vraiment, mais on sait que c'est ce critère qu'elles utilisent.
Donc elles peuvent comme ça se communiquer avec une localisation, ce qu'on appelle la danse des abeilles. Mais il y a tout un tas d'autres espèces, qui en anglais on appelle abeilles aussi, mais en français non. Par exemple les bourdons, que vous avez déjà mentionné tout à l'heure. Et les bourdons, ils n'ont pas de danse. En fait, il n'y a que l'abeille à miel qui a la danse. Les autres espèces, elles ne sont pas à la danse, mais quand même, elles se recrutent. Elles ont tout un tas de façons. Ça peut être soit des phéromones, quand elles volent, elles vont mettre des poufs d'odeur, et les autres suivent. Elles peuvent juste dire qu'il y a quelque chose, elles s'excitent dans la ruche, elles disent qu'il y a quelque chose, donc elles sortent, puis essayent de trouver. Et puis, on se dit que probablement, quand on voit, par exemple, nos jardins, il y a tout un tas de pollinisateurs différents. Et puis il y en a des mêmes. Et par exemple, on va trouver plein d'abeilles sur les lavandes, voire plein d'abeilles et de bourdons, mais sur les mêmes fleurs. Je disais, ça semblerait assez utile pour cette espèce sociale de ne pas chacune découvrir par elle-même que la lavande c'est bon. Mais en fait, quand elles arrivent sur un terrain, on se dira, il y a plein de bestioles là, probablement que c'est un bon garde-manger. Et donc, de s'inspirer les unes des autres. Ça nous semblait assez logique. Mais l'apprentissage social est quelque chose, là encore, sur l'échelle de l'intelligence, qui est côté considéré relativement haut. Et donc, on a voulu tester ça, et comment on a testé ça? On a déjà montré sur le terrain que c'était le cas, mais en laboratoire, pour vraiment bien tout contrôler, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait un bourdon qui rentrait là dans cette... Il y a un petit tunnel avec la colonie, et peut rentrer dans cette boîte grise, qui est fermée avec une vitre. Donc il peut voir ce qui se passe dans la grande arène, la plus grande arène. Et là, on lui montre des ronds bleus, des ronds jaunes. Et on a carrément, au début on a fait ça avec des vrais bourdons, mais c'était un peu pénible, on a carrément finalement fait des faux bourdons, des trucs en pâte à modeler qu'on a peint, aux mêmes couleurs exactement que le bourdon. Bon, mais ça marche. Et donc on a mis ces faux bourdons, en les embouchant un peu quand même, face au jaune seulement, comme si ces copains bourdons n'allaient que sur le jaune. Et on sait que les bourdons de base, ils ont une préférence pour le bleu. Voilà. Et donc, effectivement, par exemple, ce bourdon-là, on peut voir, si on lui donne le choix, spontanément, il va aller plutôt sur le bleu. Mais si il a passé 3 minutes à regarder ses congénères sur le jaune, et il change la préférence. Même dans ce contexte extrêmement artificiel, il va aller sur le jaune. Et donc, dans la vraie vie d'extérieur, on a pu montrer qu'ils étaient extrêmement sensibles au choix des autres. Même que les bourdons peuvent apprendre des abeilles et inversement, donc c'est tout un écosystème extrêmement complexe où l'information se transmet. Et puis c'est plus subtil que ça, c'est-à-dire que s'ils savent déjà où aller, ils s'en fichent de ce que font les autres, etc. S'il y a déjà une densité très importante, ils vont plutôt essayer d'explorer de nouvelles options. C'est quand même assez subtil et assez bien organisé tout ça. Donc là encore, on peut comprendre l'intérêt, mais on avait une espèce de blocage, c'est-à-dire que c'était probablement trop compliqué pour des insectes, donc personne n'avait expliqué ça avant. Maintenant, en fait, on se rend compte maintenant. On y arrive très bien. Et même, ça a été continué comme ça en laboratoire, jusqu'à faire des choses. Alors, c'est encore une fois des collègues anglais. Les Anglais sont très très bons sur l'intelligence animale parce qu'ils n'ont pas tout le passé cartésien qu'on a eu. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour eux d'attribuer des émotions, la conscience à des animaux. Ça leur paraît moins choquant que chez nous. Donc, ils font beaucoup de choses, beaucoup plus de choses que nous en général. Donc, bref, ils ont fait par exemple cette expérience qui a fait grand bruit. Alors au départ, cette expérience c'était pour tester encore un niveau d'intelligence chez l'abeille, et c'est pour l'instant le seul qui a raté. Donc les abeilles ne sont pas quand même aussi intelligentes. Et donc c'était quoi ce test? Ce test c'est un test très connu d'intelligence, où en fait, là vous ne le voyez pas très bien, peut-être sur la photo, mais en fait il y a du sucre dans le rond bleu. Sauf qu'il y a une vitre en plexiglas au-dessus. Donc ce n'est pas accessible. Et donc vous, grâce à votre grand cerveau d'Homo sapiens, vous avez très bien compris. Et voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'insight. On voit une situation, on réfléchit, on a le temps de faire par essai-erreur et on sait quoi faire. Bon, les bourdons, ils n'ont pas compris. Néanmoins, on peut leur faire apprendre, étape par étape, les dresser. Je sais pas, on met du sucre sur la corde, donc ils vont jouer à la corde. Si jamais par hasard ils la tirent, on leur donne une récompense. Enfin bref, ça dure du temps, des semaines, c'est compliqué, c'est fastidieux, mais on peut apprendre à certains bourdons à tirer la corde. Et après, ce qu'ils ont fait, et qui était très intéressant, c'est que, parce que notre vidéo, voilà, le bourdon avec le petit point rouge là qui a été rajouté sur la vidéo, c'est le bourdon qui sait quoi faire. Vous voyez, c'est sa petite besogne. Il a déjà appris, on l'a entraîné. L'autre, c'est la première fois qu'il vient là. Déjà, vous voyez qu'il ne va pas voler n'importe où pour explorer, il est très attiré par son copain. Il y a une attraction sociale très forte chez les bourdons. Il est très attentif à ce que fait l'autre. Comme il est très attentif à ce que fait l'autre, il va avoir la récompense. Donc il doit avancer. Et vous allez voir que comme ils sont deux là sur cette petite goutte de sucre, ils vont la finir assez vite. Le bourdon qui sait quoi faire, il sait qu'il y a toute une rangée, donc il
va aller sur le prochain. Le bourdon naïf, il continue d'essayer de lécher parce qu'il y a un peu des trucs dessus, il ne se rend pas compte que l'autre part. Et vous allez voir qu'une fois, donc l'autre va partir, voilà, il va aller faire son petit prochain tranquillement, il vole même pas, ils sont un peu paresseux. Et l'autre, il cherche, puis d'un coup, il va se rendre compte que l'autre est parti, il va partir en courant, le rattraper pour vite, aller récupérer son chien. Voilà, ça continue comme ça. Mais ce qui est passionnant, c'est que ce bourdon, c'est la première fois de sa vie, l'autre, il a été entraîné pendant des semaines, on le remet tout seul, il va tirer sa petite corde. L'imitation sociale est extrêmement importante. Et ils ont pu montrer que c'était l'imitation sociale, c'est-à-dire que si on met un faux bourdon qui tire, on met un aimant, on fait je sais pas quoi, ça ne marche pas. Par contre, en un coup, à 100% du temps, le fait d'avoir un autre individu qui le fait, ben, il va l'apprendre spontanément. Essayez de l'apprendre à n'importe quoi, c'est pas un comportement très normal. Au-dessus, là, il y a des photos, je ne vous montre pas la vidéo, mais où ils leur ont appris à jouer au foot. Ils ont appris à un bourdon à pousser une balle dans un trou pour avoir du sucre. Bah pareil, ils mettent un bourdon là-dedans, ils voient ce truc, et puis lui-même, il va se mettre à pousser la balle pour avoir le temps. Ça peut paraître un peu idiot, mais les enfants humains, par exemple, ils imitent énormément les parents, les autres humains, de façon très idiote aussi. Il y a une expérience très connue qui m'a beaucoup inspirée, c'est une comparaison entre un chimpanzé et un bébé chimpanzé, un jeune chimpanzé et un jeune humain de 3-4 ans, une machine extrêmement compliquée avec des voiles, des engrenages, des portes, des trucs, et un adulte leur montre, ok, on tourne la roue, on ouvre ça, machin, tout un tas de procédures, et puis on ouvre la porte en bas et il y a un bourdon. L'enfant, il va faire tous les trucs. Le chimpanzé, il ouvre la porte en bas, il y a un bourdon. Et ça, je trouve que ça montre vraiment typiquement l'humain. Alors ça nous emmène à des grandes choses, et ça montre vraiment que l'esprit d'enfant humain, c'est vraiment chimique, de façon très forte. J'aime beaucoup cette expérience. Alors, une dernière expérience dont je vais vous parler avant de conclure, parce que là aussi, pour les gens qui ont déjà entendu parler un peu des abeilles, il y a un lieu commun qui sort beaucoup, qui est la démocratie chez les abeilles. Comment se prend une prise de décision collective? Elles sont 30 000, elles doivent prendre une décision. Comment elles font pour se mettre d'accord? Je vous rappelle juste, au cas où ce sera nécessaire, que la reine n'est pas de décision. La reine est en fait une mère pondeuse qui ne sort jamais, qui reste et qui fait que pondre. Elle est l'esclave en fait de ses ouvrières. C'est contrairement aux idées reçues. Bref, c'est pas la reine qui décide quoi que ce soit, c'est vraiment les ouvrières, et il n'y a pas d'ouvrière dominante sur les autres. Il faut vraiment qu'elles prennent une décision collective. Et un des exemples de décision qui a été fortement documenté, c'est comment l'essaim, donc quand la ruche est trop populeuse, il y a trop d'abeilles, il y a de place, une partie des abeilles va partir avec l'ancienne reine pour aller se trouver une nouvelle ruche. Et elles essaient. Alors, quelque chose que je me suis toujours demandé pourquoi elles faisaient ça, mais elles sortent d'abord de la ruche avant de savoir où elles vont. Donc elles sortent de la ruche, elles se mettent sur un arbre, dans un coin de fenêtre, pas loin de la ruche, et elles se regroupent toutes. Elles forment un essaim. Donc là, c'est déjà un bel essaim. En général, c'est plus petit. Et en ce moment, il y en a pas mal. Donc, nous, on en avait plusieurs dans le rucher. Donc d'un coup, on est dans un nuage d'abeilles. C'est extrêmement impressionnant. Elles passent. Elles volent toutes comme ça. Mais à ce moment-là, on ne craint rien. Elles ne vont pas les piquer. Elles ne font que passer. Mais c'est très impressionnant. Et donc, elles sont comme ça en essaim. Et là, elles sont à la portée de tous les problèmes météorologiques et éventuellement, dans un milieu naturel un peu plus riche comme il y a eu avant, elles peuvent être attaquées par n'importe quel animal qui vont pouvoir manger les larves, etc., etc. Elles sont riches en plus de miel, elles sont gorgées de miel pour prendre des réserves, donc c'est un garde-manger super pour les animaux. Bref, il faut qu'elles se dépêchent de trouver un endroit pour s'installer. Et elles ne peuvent pas déménager tous les 5 minutes parce qu'elles construisent les cadres en cire. C'est coûteux. La reine, elle va pondre dedans, les larves, elles ont plusieurs semaines avec l'or. Donc elles ne peuvent pas aller quelque part et dire « Ah, c'est pas terrible, je change dans 15 jours ». En général, dans la vie naturelle, elles vont s'installer pour plusieurs années. Donc cette décision est importante. Comment elles font pour prendre cette décision collective? Et tant qu'à faire, la meilleure qui soit. Et il faut que ce soit la même décision pour toutes. Elles ne vont pas commencer à se splitter un peu son. Et donc, ce qui est sympa quand elles font ça, c'est qu'elles vont aussi utiliser la danse. Cette fois-ci, elles ne vont pas danser à l'intérieur de la ruche, mais elles vont danser sur les congénères, sur le tas. Et donc, les chercheurs qui ont décodé cette danse, ils n'ont qu'à se poser devant les sangs, filmer les danses, et ils savent, du coup, ce qui se passe en termes de communication. Et ils peuvent faire des petits graphes comme ça. Donc, ils vont mesurer toutes les danses qu'il y a, parce que les abeilles, les butineuses, les exploratrices, comme vous voulez, elles vont partir, essayer de trouver des endroits. Parfois, elles en connaissent déjà de leur exploration passée, parfois, elles vont chercher un peu au hasard autour pour trouver un endroit, une cavité.
éventuellement une ruche qui a été mise par l'agriculteur, mais bien sûr, on a une cavité. Et elles reviennent sur leur automobile, elles reviennent sur les seins, et elles dansent pour dire, ben là, il y a quelque chose là-bas, telle distance, telle orientation. Et donc, les chercheurs vont pas tant les suivre, ils filment les seins et ils disent, ok, et ils font ce petit dessin. Donc, chaque flèche, ça donne un endroit donné. Et donc, vous comprenez que la direction de la flèche, ça donne la direction, la distance de la flèche, ça donne la distance. Enfin, la longueur de la flèche, pardon, donne la distance. Et le point central, c'est les seins. Et la taille de la flèche, qu'elle soit plus ou moins grosse, c'est le nombre de danseuses. Donc la taille la plus fine, c'est qu'il n'y a qu'une seule qui danse. Plus c'est épais, plus il y a des danseuses qui dansent comme ça. Donc par exemple, au tout début, il y a, si je veux dire, 6 possibilités. Mais il y en a 3 où il y en a qu'une qui va danser, puis une qui a l'air d'être un peu dominante, il y a un peu plus d'abeilles qui dansent. Et ils étudient comme ça au cours du temps. Donc là, c'est juste un exemple donné, où en fait, en 2 jours, on voit que ça évolue. Il y a des endroits qui deviennent plus populaires, puis après ils disparaissent, etc., etc. Puis on voit qu'au bout d'un jour, il commence à en avoir un là vers le sud-ouest, qui commence à devenir plus dominant. Et d'un coup, toutes les abeilles vont danser pour ce site. Et là, après, elles se synchronisent, elles partent. Mais qu'est-ce qui se passe entre le temps juste avant, où il y avait quand même encore des autres danses, et ce temps-là? Puis qu'est-ce qui se passe dans toute cette dynamique? Et donc, voilà, un chercheur, Thomas Seeley, il a étudié ça pendant 30 ans, et il a pu nous raconter tout ça. Et c'est extrêmement intéressant. Donc déjà, il y a un consensus qui se fait à partir de 70%. Comment elle compte 70%? On ne sait pas, il y a encore plein de trucs à faire. Mais c'est 70% et c'est extrêmement conservé. En général, c'est vraiment entre 65 et 75, c'est très... Quand il y a, donc 70% des danses pour un endroit, les 30% restantes, elles arrêtent de danser, elles se mettent à danser pour cet endroit. Pour ça qu'on a parlé de démocratie. C'est le choix de la majorité. Alors, c'est pas à 50% plus une voix, comme nous, c'est à 70%. Ça demande déjà d'être une majorité un peu plus forte, et un peu plus facile de se mettre d'accord, mais néanmoins, il y a 30% des autres qui disent ok, j'abandonne mon idée et je me joins à la majorité, parce que sinon ils n'allaient jamais y arriver. Donc il y a ce truc-là qui est mis en place. Mais même comme ça, comment, avec cette précise majoritaire, arrive-t-elle à rapidement arriver à 70% et surtout à choisir la meilleure option? Eh bien, c'est un système de boule de neige extrêmement simple, mais qui marche très bien. C'est que chaque abeille, elle va se faire sa propre estimation de la qualité du lieu, de si vraiment il n'y a rien d'autre, au moins on est protégé de la pluie, à c'est le palace, c'est orienté au sud, c'est protégé, c'est la bonne espace, etc. Donc ça, j'imagine que c'est soit sa propre expérience, soit c'est inné, elle se fait une propre idée. Et en fonction de la qualité du site, elle va danser plus ou moins longtemps. Donc vous comprenez que si elle danse longtemps, elle va recruter, tout simplement, beaucoup plus d'abeilles qui vont écouter sa danse que si elle danse très peu de temps. Donc s'il n'y a rien d'autre, elle va danser très peu de temps, mais comme il n'y a aucune autre danse, finalement elle va recruter presque tout le monde, et ça va prendre un effet boule de neige. S'il y a des autres danses, elles ne dansent pas longtemps, puis qu'il y a des autres danses, elles dansent longtemps, ben, ça va être oublié. Donc il y a ce truc-là, et puis avec un effet auto-entraîneur, parce que même si une abeille se trompe, ben, les autres qui vont suivre, elles vont faire leur propre évaluation. Donc si la première abeille a considéré que c'était super, les autres non, ça va quand même se perdre. Donc en plus, il y a un effet choix de groupe comme ça. Et puis, donc c'est une démocratie, mais une démocratie quand même un petit peu autoritaire, c'est-à-dire que si une abeille suit une danse et considère que le lieu qu'elle trouve n'est pas convenable, elle revient, elle trouve la danseuse, elle la secoue, et ça veut dire tais-toi. Ça marche très bien. Donc elle ne la laisse pas, mais c'est un signal codifié qui veut dire arrête de danser, je vous donne une mauvaise information. Donc c'est un petit peu autoritaire. Un peu comme si on disait, voilà, taire les voix des minoritaires, vous avez tort, juste vous n'avez plus la parole. Bon. Mais on a appelé ça la démocratie des abeilles. Bon, voilà un petit peu toute cette série d'exemples que j'ai voulu très large, ça va un peu dans tous les sens, mais ce que je voudrais que vous reteniez, tout simplement, c'est qu'on est en train de changer complètement la définition de l'intelligence et l'idée qu'on se fait du monde animal. C'est-à-dire qu'on avait une idée extrêmement clair que plus on a un gros cerveau, plus on est intelligent. Et là, on est en train de nous dire que ce petit insecte, qui a un tout petit cerveau, qui vit 15 jours, il fait des trucs qu'un enfant de 3 ans fait, et puis surtout des choses qui sont vraiment extrêmement compliquées. Donc on est en train de tout redessiner. Ça fait un boom de recherche dans ce domaine-là, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des gens qui travaillent sur les réseaux de neurones, sur la modélisation, etc., qui sont des là. En fait, concrètement, il faut combien de neurones pour savoir compter? Et donc, ils ne sont pas partis du cerveau humain, ils sont partis de neurones artificiels. Et ils ont fait un truc, et ben, en fait, avec 15 neurones,
totalement si compliqué. Ça ne veut pas dire que dans le cerveau humain, on n'utilise que 15 neurones pour ça. Ça veut dire, on peut le faire avec 15 neurones seulement. Et donc, finalement, ce n'est pas si compliqué. Alors, probablement, chez l'humain, on utilise plus. Alors, pourquoi on utilise plus? Quel est l'intérêt d'avoir plus de neurones pour une même tâche? Du coup, tout ça est un débat. À quoi sert un gros cerveau? Ce qui est en train de sortir un petit peu, mais c'est pas encore prouvé, c'est que finalement, c'est surtout du stockage. Alors oui, ça permet de faire des tâches en parallèle. L'abeille, elle fait une chose à la fois. Nous, on peut faire plein de trucs. Je peux à la fois faire une multiplication dans un truc, en même temps que je sais pour connaître, et que je vais peut-être éventuellement même penser à ce que je vais faire à manger ce soir. On peut faire plein de choses à la fois. Oui, ça commence à être compliqué, mais ça je vois bien plus quoi. Mais c'est faisable, surtout pour les femmes. Donc, et ça, les abeilles, non, elles font une chose à la fois, et quand elles apprennent quelque chose de nouveau, elles vont oublier la chose d'avant. Simplement parce que c'est pas utile de se rappeler des fleurs passées, par exemple, si je reviens à l'écologie. Elles sont fanées depuis longtemps, on les oublie. Surtout quand elles vivent 15 jours, elles n'ont pas vu que la saison d'après où les mêmes fleurs vont revenir, donc ça sert à rien. Et donc nous, on peut faire plein de trucs en parallèle, c'est utile, très bien, mais surtout, on stocke énormément d'informations. En fait, la mémoire, c'est quoi? La mémoire, c'est des neurones qui tournent avec de l'information stockée. C'est des neurones qui ne vont pas être utilisés pour apprendre des nouvelles choses. Il faut beaucoup de place. Et ça sert à quoi la mémoire? Ça sert à la résolution de problèmes comme tirer la corde. Vous avez su tout de suite ce qu'il fallait faire. Vous avez l'impression que c'était spontané. Ce qu'il a fait votre cerveau inconsciemment, c'est dit, quand il y a des trucs attachés à des autres choses, en fait, ça vient avec, et donc puisque là, c'est passé, il a... Mais bon, rappelez toutes les expériences passées, vous avez déjà eu des cordes, déjà des trucs attachés, etc. Et il a essayé de voir quelle est la situation la plus similaire et de dire ce qu'il devait faire. Et la résolution de problème, le fameux insight, ce que l'on appelle nous, c'est l'ampoule qui s'allume, la plupart du temps, on peut probablement l'expliquer par le cerveau qui va chercher dans son catalogue d'expériences passées. Inconsciemment, c'est pas, on s'en rappelle pas vraiment. Mais peut-être que du coup, ce type d'intelligence-là, qui n'est pas accessible aux insectes, voilà, on a montré un truc qui n'était pas accessible aux insectes, et bien c'est tout beaucoup de la mémoire, qui a aussi d'autres importances sociales, etc., mais sur l'intelligence pure. Donc ça, c'est ce qui est en débat actuellement, mais il faut dire que c'est presque des questions philosophiques, neurobiologiques un petit peu, mais aussi philosophiques, et que ça change notre... alors ça, on n'a pas vraiment envie, mais sur le principe, ça devrait vraiment changer la façon dont on perçoit les insectes en particulier, mais probablement d'autres organismes qu'on avait imités. Je vous donne un exemple qui me fait penser à ces connu. On a montré que les abeilles savaient compter. Et puis, dans les 3 ans qu'on suivi, on a eu une explosion de papillons. Ah, le poisson zèbre s'est compté, la salamandre, la tortue, l'ours, le chien. En fait, personne avant, qui travaillait sur ces animaux-là, s'était même posé la question que leur animal modèle pouvait compter. Mais d'un coup, ils se disaient, l'abeille, elle peut, mon ours, peut-être qu'il peut quand même. Et en fait, oui, on a maintenant, en gros, tous les animaux, plus ou moins, savent compter. Donc, c'est assez, voilà, ça fait vraiment une vraie avancée dans ce qu'on imaginait de comment les animaux perçoivent le monde. Ils le perçoivent de façon bien plus complexe et structurée que ce qu'on imagine. Bref, ça nous pose quand même plus de questions que de réponses. Première chose, c'est à quoi ça sert une abeille, tout ça. Donc je vais quand même vous donner des exemples, parce que finalement, si c'est adaptatif pour nous, on peut quand même trouver des intérêts. Sauf que jusque-là, on pensait que le coût cognitif en termes de cerveau, ça coûte cher, parce que les neurones, ça demande beaucoup d'énergie, etc., était tellement important que les petits animaux, en fait, ils n'avaient pas ces capacités-là, ils se débrouillaient autrement, avec l'instinct, etc. Non, mais probablement qu'en fait, c'est tellement utile d'avoir de l'émotion, c'est tellement utile d'avoir une forme de métacognition, que quand même, ils le font. Puis en plus, en parallèle, c'était pas si compliqué que ça. Et donc, une façon de savoir ça, un petit peu, c'est parce qu'il y a un truc particulier avec l'abeille, parce qu'après tout, c'est quand même un animal un peu particulier. C'est un animal social qui doit naviguer très loin, qui doit apprendre des fleurs en permanence. Peut-être que c'est vraiment un insecte extrêmement particulier et que par chance, on est tombé sur le seul insecte qui fait tout ça. Donc maintenant, je fais de plus en plus d'études sur d'autres insectes. Donc, j'ai commencé par les insectes sociaux, les fourmis, les guêpes, etc. On s'intéresse bien sûr à la drosophile, parce que si ça marche, alors là, on peut faire plein de choses. Mais aussi, dans un autre domaine, un autre animal qui peut être considéré comme intelligent, qui est souvent la pieuvre. C'est un animal qui est intelligent, qui a aussi un gros cerveau, donc c'est pour ça. Mais en fait, scientifiquement, il n'y a quasiment rien prouvé, c'est beaucoup d'anecdotes. Et on ne sait pas, par exemple, si elle sait compter. On ne sait pas quel niveau de conscience, l'émotion, tout ça, on ne sait pas tout ça. Et c'est intéressant parce que, d'un point de vue évolutif, phylogénétique, en fait, la pieuvre est aussi éloignée de l'abeille que nous, on est de l'abeille. Donc ça fait vraiment 3 histoires évolutives différentes. Et l'ancêtre commun de tous ces animaux-là, c'est une espèce d'animal marin qui a extrêmement peu de perception. On pense qu'il peut peut-être voir des niveaux de luminosité, mais certainement pas d'image.
et donc probablement pas savoir compter. Donc c'est une évolution indépendante. Et ce qui est fascinant dans mon travail, c'est que je n'arrête pas de trouver des niveaux de convergence, c'est-à-dire que les mécanismes, les capacités, typiquement la limite à 5 que je vous disais tout à l'heure, la façon dont elle est traitée les visages, on trouve plein de points communs, alors que c'est une histoire indépendante. Donc probablement c'est la façon la plus efficace de faire ça avec un cerveau, mais ça à réfléchir. Bref, bien sûr, la question de comment on fait avec notre cerveau. Et les applications possibles, il y a déjà une première chose qui commence à marcher, c'est que ça nous aide à comprendre le cerveau humain. Pourquoi? Parce que le cerveau d'insecte est beaucoup plus simple, on peut avoir des réponses plus facilement. Et donc, après, savoir finalement comment un cerveau peut compter, et on sait quoi chercher dans le cerveau humain. Donc il y a quand même tout un... On se regarde beaucoup entre disciplines. Et puis un autre chose, je voulais parler tout à l'heure des logiciels de reconnaissance des visages. Maintenant, c'est surtout les questions des mini-drones comme ça, donc ils sont tout petits, vous voyez là, c'est la taille d'une pièce. Et ces drones-là, le problème, pour les gens qui les consomment, c'est qu'ils sont télécommandés actuellement. Tout simplement, ils sont trop légers pour porter une grosse batterie. Donc c'est pas qu'on n'est pas capable, parce que le smartphone est infiniment plus de capacité de calcul qu'une abeille. C'est juste que là, ils ne peuvent pas porter une grosse batterie, et un smartphone, là, ça donne beaucoup d'énergie. Mais en fait, si ils seraient capables de reproduire le cerveau d'une abeille, je fais ça vraiment très simple, avec les mêmes capacités de calcul, ça ne coûterait rien d'énergie et ils pourraient le mettre sur ce petit drone. Et ils rêvent d'un petit drone abeille, c'est-à-dire un drone qui peut naviguer, se repérer, ne se prend pas les murs, c'est par quelle distance il peut passer, par quel trou il peut passer, vous reconnaît, etc., etc. Donc je ne sais pas si on a envie de ça, mais eux, oui. Donc, ils s'intéressent beaucoup à nos recherches. Et l'autre impact, qui là pour le coup est quelque chose sur lequel on travaille vraiment activement, c'est que ça nous a vraiment permis, toutes ces recherches-là, de comprendre qu'il y a des problèmes avec les abeilles, les pesticides et les autres problèmes de l'environnement. Vous avez peut-être déjà entendu parler du fameux syndrome d'effondrement des colonies, et à l'époque, dans les années 80-90, en fait, les gens ne comprenaient pas pourquoi d'un coup la colonie a une grande mortalité, une disparité, etc. Puisque, il faut savoir quand même, parce qu'on fait que depuis très très longtemps, les produits que l'on met sur le marché, ils sont testés sur les abeilles. On les fait bouffer aux abeilles dans la quantité qu'elles doivent trouver et on regarde si elles meurent. Et donc elles ne meurent pas. Alors pourquoi la colonie d'un coup? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est nos études qui montrent ça. C'est-à-dire que maintenant on sait qu'elles apprennent, elles utilisent leur cerveau tout le temps. Et typiquement, je prends toujours cet exemple. Imaginez que vous passez votre bac de mathématiques et que vous avez mal dormi et que vous avez la gastro. Là, vous n'allez peut-être pas très bien réussir. Par contre, dans la même situation, vous devez aller faire vos courses. Ok, c'est pas facile, mais vous n'allez pas vous tromper, vous n'allez pas vous tromper entre les pâtes et le riz. C'est une situation qui est simple, on peut faire le quotidien, on a l'air bien. Mais si on veut commencer à faire des choses compliquées, il faut vraiment être en forme. Et là, l'abeille, c'est ça qu'elle nous dit. C'est que le puceron, lui, pour mourir, en fait, il faut qu'il prenne une dose de cheval qui va complètement paralyser son cerveau, et voilà, parce que lui, il ne fait rien d'autre que pondre et manger là où il est. Donc, et lui, il va manger la plante, vraiment, pas que le nectar, donc il va effectivement avoir une dose très forte. Et donc, ça paralyse son cerveau. Parce que les pesticides, typiquement les néonicotinoïdes dont on parle tout le temps, c'est quoi? C'est un inhibiteur de l'acétylcholine, qui est un neurotransmetteur. C'est la communication entre les neurones qui est bloquée. Petite parenthèse, on a les mêmes. Sauf que nous, on a des doses très faibles. Mais c'est quelque chose qui est universel, la communication entre les neurones par l'acétylcholine. Donc, on bloque les neurones du puceron de n'importe quel ravageur. Donc, il ne peut plus bouger, donc il meurt. L'abeille, elle a l'air bien parce que c'est une dose toute faible. Sauf qu'on la relâche dans un environnement qu'on ne connaît pas, on peut la suivre à une petite vingtaine, et bien l'abeille n'a pas mangé de néonicotinoïdes, et bien ok, elle utilise sa boussole, elle va à peu près dans la zone qu'elle connaît, et puis elle suit les routes, les platanes, la maison du fermier, et elle retrouve sa ruche. Les abeilles qui ont mangé des néonicotinoïdes, elles volent tout aussi bien, elles utilisent leur boussole, c'est quelque chose de facile à dire, mais elles continuent tout droit, et elles ne rentrent jamais à la ruche. De la même façon, on a pu montrer qu'elles ne font plus la différence entre l'odeur de fraise et de banane. Elles sont plus capables d'apprendre le jaune versus le bleu. Donc c'est des choses assez subtiles, mais évidemment, dans leur vie, elles n'arrivent plus à collecter de la nourriture, etc., etc. Et puis du coup, il y a un effet cocktail avec tous les autres problèmes qu'il peut y avoir dans l'environnement, la malnutrition, etc., etc. Et donc, c'est ce qu'on appelle les sentinelles de l'environnement. Elles sont sensibles à toute perturbation. Tout simplement qu'il faut qu'elles soient vraiment super bien pour réussir leur job. Il faut vraiment qu'elles soient en bonne santé. Et en plus, comme les apiculteurs le maintiennent, on a une information s'il y a une mortalité importante d'abeilles par rapport à d'autres insectes, par exemple. Donc en plus, on peut suivre ce qui se passe.
Et typiquement, il y a quelques années, dans les Pyrénées, d'un coup, on avait une perte de beaucoup de colonies. Et on ne comprenait pas ce qui se passait. C'était un nouvel antibiotique qui était utilisé dans les élevages, qui passait dans les eaux des abreuvoirs. Et les abeilles se buvaient dans ces eaux-là. Et du coup, ça entraînait ce problème-là. Mais tout un tas d'autres animaux buvaient dans ces eaux-là. Et donc, le fait de voir ce problème-là, on a pu enlever cet antibiotique pour améliorer la biodiversité. Bref, c'est tout. Mais voilà pourquoi, en fait, l'abeille est si sensible qu'on parle autant d'elle. Voilà, et enfin, pour vous montrer un petit peu plus de recherche, voilà, comment on va étudier le cerveau de l'abeille. On a un système, maintenant cette image est un peu vieille, on a un truc un peu plus moderne, mais où l'abeille, elle est attachée, elle a un gros joystick sous elle, et donc elle peut bouger le joystick avec ses pattes, se déplacer dans un environnement virtuel, faire des choix, là, entre jaune, bleu, ou compter, et en même temps, elle a enregistré son cerveau avec un microscope, parce qu'elle a un petit cerveau. Mais voir l'activité, de la même façon que vous feriez un IRM, on peut faire voilà, toutes ces choses-là pour essayer de comprendre comment ça fonctionne dans sa petite tête. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup. Une chose qui m'impressionne du point de vue de l'apprentissage des abeilles, c'est quand on modifie la position de la ruche, quand on déplace la ruche. Un apiculteur, une fois, m'a dit si on les déplace d'un kilomètre, aucun problème. Elle se rend compte que ça bouge un peu, que ça a bougé, elle commence à tourner un peu autour, et puis elle s'y retrouve. Par contre, si on la déplace d'un mètre ou deux, là, elle n'y arrive plus. C'est ce que m'a dit un apiculteur. Hein. Alors là, vous avez le droit de me dire le contraire. Hein. Absolument, c'est vous. Bon. Même si on regarde que le phénomène de bouger loin, est-ce que c'est certaines abeilles qui comprennent l'entourage, le changement, ou est-ce que c'est toutes les abeilles qui doivent apprendre, faire l'apprentissage indépendamment, et ça me paraît de toute façon être autrement plus compliqué que de compter jusqu'à 5. Donc... Oui, alors, effectivement, ça dépend vraiment le lieu où on les met, et c'est pas toujours simple pour l'apiculteur de le savoir. C'est-à-dire que les abeilles, elles ont une zone de chasse, si on veut. Et donc, si ce fameux 1 km, c'est un endroit où elles ont l'habitude d'aller, en fait, elles peuvent très facilement mettre à jour leur carte, parce qu'elles connaissent déjà l'endroit, l'environnement, et elles savent que ça a été déplacé, parce que justement, ça ne ressemble plus du tout à l'environnement de la ruche. Donc, en fait, elles effacent ces informations qu'elles avaient avant, et elles essaient de comprendre les repères. Ah oui, je connais cet endroit, et elles placent la ruche dans leur carte mentale à ce nouvel endroit. Lorsque c'est très proche, en fait, ça ressemble beaucoup. Et donc pour elles, c'est un peu comme s'il y a un arbre qui était tombé. Et donc, ok, il faut qu'elles réapprennent, et là, du coup, parfois, ça prend un peu plus de temps. On y arrive, elles vont quand même la trouver, c'est vraiment quelques mètres, elles vont la trouver. Mais effectivement, elles ont tendance à tourner, parce que pour elles, c'est tellement similaire, et c'est pas naturel, hein, que bouge. Il faut savoir ça, elles n'ont pas évolué pour ça. C'est que c'est tellement similaire que c'est juste que ok, il y a un truc dans l'environnement qui a changé, puisque je ne trouve pas là où je devrais l'avoir. Donc, dans un cas naturel, ça pourrait être un arbre qui tombe, par exemple. Et donc, je dois, par essai et erreur, voilà, faire des ronds de plus en plus grands jusqu'à ce que je trouve, etc. Donc, c'est parfois un peu plus compliqué que là, on les a vraiment beaucoup bougés. Là, elles disent, ok, mon information passée, elle ne sert plus à rien. Par contre, est-ce que je connais la zone ou pas? Si on les déplace trop loin, ça prend plusieurs jours. C'est-à-dire qu'elles doivent recommencer à faire les vols d'orientation. Parce que là, elles ne connaissent pas du tout l'environnement, donc elles ne vont pas prendre le risque de partir de la ruche, elles vont se perdre. Donc là, avant d'aller butiner, elles vont commencer par faire des vols d'orientation, ce qu'elles font normalement quand elles commencent à être en âge de butiner, c'est-à-dire pendant 2-3 jours, elles tournent autour de la ruche avec des ronds de plus en plus grands et elles prennent en plus les photos, les repères de leur environnement. Donc oui, il peut y avoir des différences très importantes suivant où on les place, mais à cause de ce mécanisme-là. Donc ce n'est pas complètement impossible, mais quelqu'un d'autre à 1 km va trouver qu'elle se perd totalement, et d'autre part, ça dépend si c'est une zone qu'elles connaissent déjà. Et effectivement, dans des ruchers, on a beaucoup de problèmes d'abeilles qui vont se tromper de ruche, etc. Donc souvent, les apiculteurs essayent de les mettre une couleur différente, etc. D'avoir des repères sur la ruche pour pas qu'elles se trompent. Oui, merci beaucoup, c'était absolument fascinant, bien sûr. La question, c'est des problèmes de catégorisation. Donc, dans les expériences classiques de séparation entre les chiens et les chats, les jeunes enfants y arrivent sans avoir besoin de millions d'exemples.
Oui. Avec les réseaux de neurones, on a besoin de milliers, de millions d'exemples pour bien. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les abeilles avec très peu de neurones, ils y arriveraient quand même. Oui. Est-ce que ça veut dire que les chercheurs d'intelligence artificielle n'ont pas été assez malins pour trouver les moyens de le faire? Oui, ce que manque beaucoup l'intelligence artificielle, c'est cette histoire de hiérarchisation. C'est que, on commence maintenant, mais c'est en train. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas. Parce que les neurones, ce qu'ils vont faire, c'est de trouver toutes les similarités. Mais en fait, ce que notre cerveau fait, et probablement le cerveau de l'abeille, c'est que de ces similarités, il crée des objets. Donc, et donc, après, il n'y a plus besoin de voir les similarités au sein de ces objets, ça devient un truc, on fait une économie cognitive. On enlève toutes ces synapses, ok, maintenant on cet objet. Et donc, on a un truc hiérarchique comme ça, qui nous fait avancer beaucoup plus vite. Et donc, effectivement, un réseau de neurones classique. Mais en fait, il va le faire assez facilement parce que oui, il y a plein d'interactions, mais comme ça ne coûte pas grand-chose, finalement, il n'y a pas une motivation très forte non plus d'améliorer ça, cette efficacité, puisque ces millions d'interactions, en fait, il va le faire en quelques jours. Quand même, Mais, si on pouvait mettre en place des réseaux. Mais il y a beaucoup maintenant de recherches sans avoir là-dessus. besoin de millions d'exemples. Oui, c'est ça. Et donc, c'est ça un peu que tous les gens qui font de la cognition computationnelle essaient de comprendre. Et donc, ce que moi, je comprends de ça, c'est qu'effectivement, nous, on fonctionnerait, mais alors on n'a pas les preuves neurobiologiques, c'est juste la façon dont on fonctionnerait avec des hiérarchies qui vont créer des sous-objets. Et après, on élimine en fait toutes les informations à l'intérieur du chien et du chat. Et donc, ça va plus vite. On peut monter plus, voilà, faire des choses qui ont du sens. Donc, c'est tout ce qui est bayésien, etc. Mais les réseaux de neurones vont y arriver assez rapidement. Mais pour l'instant, c'est ça la petite différence. Et probablement que le cerveau de l'abeille, du coup, a cette capacité de créer des objets hiérarchiques. Oui, bonjour. Oui, c'est vrai, à chaque fois qu'on apprend des choses sur les animaux, on est toujours surpris, comme vous l'avez bien illustré, c'est assez spectaculaire. Alors, je voudrais poser une question qui va avoir votre avis sur la chose suivante. C'est que, par exemple, sur les grands singes, on a découvert il y a longtemps, moins de 30 ans, par exemple, qui font de la politique, des stratégies d'alliance, etc., pour Franz, je ne sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle? Franz de Waal. Et alors, je vais prendre l'autre extrémité, parce que là, vous dites 1 million de neurones, c'est une grandeur, c'est pas grand-chose par rapport à nous. Si on passe à l'autre bout, c'est l'élégance de verre, Némapode, qui a exactement 309 neurones pour 900 cellules. Je vois comment vous voyez les choses, parce que ce petit... c'est rien de neurones, ça leur permet de vivre, de manger, de se reproduire, etc. Comment vous percevez, avec votre expérience, comment vous ressentez ce problème-là? C'est assez magique, finalement. On peut même aller encore. Alors, parce qu'encore, au moins, il y a des neurones. Et donc, on sait que déjà, par rapport à l'abeille et le mammifère, c'est qu'en fait, elle va réutiliser les mêmes neurones pour différentes choses. Donc, c'est aussi vraiment, on voit qu'il y a une ingénierie évolutive, de vraiment optimiser les circuits. Et puis, il n'y a pas de mémoire. C'est les gants, c'est pareil, il y a très peu de mémoire. Donc, oui, après, c'est les gants pour l'instant compter, l'émotion, tout ça. Bon, peut-être qu'on va le trouver, mais pour l'instant, c'est quand même. Mais oui, voilà, c'est que du coup, il y a une efficacité très grande qui limite la subtilité, mais qui permet de fonctionner. Donc, effectivement, si moi je prends un exemple, le circuit de la récompense, le circuit dopaminergique que l'on a chez nous, qui est fait quand on a des drogues, mais aussi quand on fait du sport, quand on mange un truc, quand on fait l'amour, etc. Chez nous, c'est plusieurs centaines de neurones. Chez l'abeille, ça fait la même chose avec un neurone. Alors, probablement que plusieurs centaines permettent d'avoir des choses plus subtiles, mais à la fin, ça nous dit j'aime ou j'aime pas. Et donc, ça, il y a une économie vraiment. Et donc, chez Élégance, j'imagine que ce sont des fonctions qui, déjà, typiquement la vision. La vision, vous avez vu, la zone de la vision chez l'abeille, c'est très gros. Mais c'est Élégance qui ne voit presque rien. Et la vision, c'est compliqué, parce qu'en fait, pour détecter une image, comprendre les informations dans l'image, savoir qu'est-ce qu'il y a un objet, qu'est-ce qu'il n'y en est pas, sortir du fond, c'est extrêmement compliqué la vision. Donc rien que ça, on peut faire l'économie en diminuant notre perception. Et il n'est pas très bon pour faire des différences entre différentes odeurs. Par contre, il est bon pour des gradients. Un gradient, c'est assez simple. Voilà, il y a des choses où il va simplifier beaucoup sur la perception, parce que ça coûte cher en neurones aussi, et puis sur la mémoire, et comme ça, on arrive à faire des choses assez efficaces. Mais pour aller à l'autre extrême, on a dans notre laboratoire, vous l'avez déjà entendu parce qu'elle est extrêmement fameuse, au trait du Sautour avec son blob. Et le blob, c'est quoi? C'est un myxomycète, donc c'est une espèce de champignon, on même pas à le dire, mais non. Mais en gros, c'est une espèce de grande cellule, c'est un peu flasque, une grande cellule, mais qui
c'est une cellule, donc elle peut faire plusieurs mètres carrés, mais c'est une cellule, il y a des noyaux, il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de... C'est une cellule, et quand même, cet organisme-là, il va pouvoir résoudre un mal plainte, il va pouvoir prendre des décisions, il va pouvoir apprendre des choses. Alors, on n'est pas du tout au niveau de ces élégances d'une abeille, mais déjà, il y a des processus quand même de décision, on ne sait pas comment ça marche. Mais oui, on n'arrête pas de repousser les limites de l'intelligence, et puis surtout, c'est pour ça que je dis maintenant, la taille du cerveau, en fait, il faut vraiment qu'on la conçoive différemment, parce que ce n'est plus un indicateur de ce qu'on appelle l'intelligence. Alors, il faut qu'on change la définition d'intelligence, etc. Mais oui, tout est en train de bouger, il y a beaucoup de nouvelles limites à prendre en compte, mais voilà, continuer nos recherches pour comprendre. Est-ce qu'on remarque, là, vous avez pris l'âge de 7 ans pour accompagner l'enfant, ça c'est l'âge que donne Piaget, oui. Pour effectivement... Et que j'ai moi-même, parce que typiquement l'expérience de compter, je la fais très souvent au muséum ou autre, des petits ateliers, où je présente la même chose, tu pourras raconter l'anecdote avant de finir votre question. Et les parents, ils sont horrifiés parce que depuis les enfants jeunes, en plus ils parlent, ils vont dire ah tiens, c'était une étoile tout à l'heure, c'est juste la même couleur, ça doit être ça et tout ça, et jamais ils pensent à compter. Et les parents sont là, mais qu'est-ce qu'il y a? Parce que pour nous c'est tellement évident. Parce que nous, notre cerveau d'adulte, il fait la comparaison. Avant même de voir la couleur et la forme, on est venu à un niveau au-dessus. Maintenant, pour nous, les relations sont plus importantes que les corps, mais pas chez le petit enfant. Et effectivement, il n'y a pas cette limite de 7 ans, où ça devient une évidence. Donc voilà, pour dire Piaget, bien sûr, l'avait démontré avec beaucoup d'études, mais c'est pas possible. Ça veut dire que globalement, finalement, les abeilles ils sont adaptés pour effectivement se reproduire, et donc ils font en très peu de temps ce que font nous, qui développons pas beaucoup de temps, parce que pour se développer, en gros, on a autre chose à faire. Hein. C'est un peu ça, finalement, tout ce qui dégage de votre exposé. Et maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quelle est l'utilité de ce long développement, d'avoir autant de neurones pour faire quelque chose qu'on pourrait faire à un neurone. C'est là maintenant le nouveau défi, comprendre en fait la complexité de notre cerveau. Qu'est-ce que ça nous apporte réellement comme avantage adaptatif? C'est pas si évident. Mais il y a des réponses probablement, oui, parce que encore une fois, le cerveau coûte cher. Et puis ça a entraîné une forte mortalité, parce que c'est que la taille du cerveau du bébé, c'est ce qui fait une mortalité extrêmement forte, qui n'est plus le cas maintenant, mais à la naissance, parce que c'est compliqué d'accoucher. Et donc ça a un coût vraiment sur le fitness de l'humain très important. Donc il faut qu'il y ait un avantage important. D'autres questions là? Bon, ben, on va remercier Aurore. Merci à vous.